Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pierre me demande de faire une présentation, donc je vais me remplacer volontiers. Vous êtes accueillis ici et gratuitement par le Centre culturel de AB. Pierre est son directeur. Vous le connaissez certainement, les locaux sont rue Schmitt et tout notre groupement d'Altin, lorsqu'on se réunit toutes les 3 semaines, on est bien content d'avoir le local et tous les services qui sont mis à disposition. La tasse de café étant un moment important pour nous puisqu'il est convivial et qui permet d'entretenir un peu les liens. Et on parlait de boissons maintenant. Pierre me rappelle aussi qu'après cette petite causerie-conférence, vous aurez la possibilité de prendre un verre et des boissons locales, notamment la rue, qu'on ne vous recommande plus. Voilà. Bonne soirée à tous. Enfin, pour ma part, je vous accueille au nom du groupe Abba d'Altin et je suis toujours content de voir qu'il y a des fidèles, puisqu'il y en a qui ont suivi la série de conférences et de voir aussi qu'il y a de nouveaux visages. J'ai été très content de voir différents, je ne m'attendais pas à le voir, puisque c'est le découvreur, entre guillemets, lorsqu'on faisait de l'archéologie aérienne en 84, 85, 86. Il y avait eu un survol au-dessus de AB pour repérer les choses. La sécheresse permet de révéler des pièces, des salles, des murs qui sont enterrés et on voit des différences apparaître dans le sol. Et il avait repéré ces fameux bâtiments entre Abbé-la-Neuve et Abbé-la-Vieille. On les avait regardés ensemble et j'avais été extrêmement étonné, je ne connaissais pas du tout ce dont on va parler ce soir notamment. Donc ces grands gares et ces ateliers de montage allemands, donc le plaisir, voilà, c'est vrai. Et il y a encore des documents, peut-être à les récupérer. Moi, je n'avais pas ces fameuses photos, comme ça aurait été intéressant de vous montrer ce qu'on voyait du ciel entre Abbé-la-Neuve et Abbé-la-Vieille. Alors, un petit mot pour tous ceux qui nous suivent depuis quelque temps, ce sera peut-être une répétition, mais ce qu'on a lancé il y a à peu près 2 ans maintenant, un peu moins, le groupement Abba d'Altin, c'est un mouvement d'histoire collective. Donc, qui dit collectif, dit collectif. Christian est là-bas dans le fond, il y a une dizaine de nos membres qui sont là. Mais ici, vous allez voir qu'on remonte un peu à l'origine de AB dans le temps, puisque c'est à partir des recherches sur 14-18 en 1984, c'était le 70e anniversaire, que j'ai pu rencontrer des aînés de AB, Edmond Garand, sa fille est avec nous, Antoine Redin, il y a encore peut-être quelqu'un qui va entrer, Antoine Redin et Maria Redin, par exemple, j'ai encore des noms, Fernand Mathieu, Marie Mathieu, et puis il y avait aussi Adrienne Ledon. On a travaillé dessus pour cette conférence et on prépare aussi une gazette. Je voulais vous faire écouter des témoignages oraux, mais ça prend beaucoup de temps et techniquement, je sais qu'à partir d'1h20, 1h30, tout le monde va s'essouffler, mais je vous ferai quand même écouter quelques voix. En tout cas, j'ai une pensée pour eux, puisque c'est grâce à eux que nous avons débuté le mouvement Abba d'Altin en 1986. Ça a été des fidèles. Autre personne que je voudrais associer aussi à ce travail collectif, eh bien c'est Marc Hénoumont, son fils est ici. Marc Hénoumont faisait partie du groupement Abba d'Altin et lui s'est vraiment intéressé, spécialisé sur la guerre 14 et le camp d'aviation, il avait vraiment à cœur de le faire. Il était venu me revoir quand je travaillais à Bertrim, j'habitais à AB une fois en soirée pour essayer de retrouver tous les documents que j'avais, les reproduire. Et lui s'était amusé sur des documents qui étaient des repros peut-être pas top, à redessiner le bâtiment. Ils avaient fait une exposition ici au centre de documentation, il avait même fait une maquette avec tous les petits éléments. Ben, moi j'ai une pensée pour lui et puis pour tous les autres. Alors le second, il est bien en vie, mais il a des problèmes de santé, c'est Patrick Bailly, vous connaissez certainement, passionné lui aussi de 14-18, et qui est un chercheur plutôt solitaire, mais qui a retrouvé énormément de documents. Donc j'ai été chez lui et il nous permet de les partager. Comme vous avez pu voir l'impressionnante hélice qui est ici, je pense que Albert est quelque part dans le coin, c'est Albert, Albert je ne le voyais pas, pardon. Albert Thierry, son papa est un grand collectionneur, ils avaient sauvé cette hélice, ils ont retrouvé des éléments dans la maison Gilet qu'ils avaient racheté, et vous pourrez aller la voir après, mais ça va vous permettre d'avoir aussi les proportions de la 3e partie de cette conférence où on va parler de ce fameux camp d'aviation et ce parc de montage, ces ateliers de montage. Voilà, parenthèse fermée pour toutes ces personnes-là, j'espère que je n'en ai pas oublié. Alors, la formule que j'avais utilisée la dernière fois quand on s'est vu avec le petit groupe Abba d'Altin, si vous vous rappelez, c'est que ce qu'on était en train de faire comme travail, c'est un peu comme un puzzle. On prend pièce par pièce et on essaye de redessiner un peu l'histoire du village. Eh bien, une pièce importante qui m'a été apportée pour l'histoire du village et que vous avez découvert en scoop, entre guillemets, dans les journaux, nous avait été amenée par Paul Bechet. Paul Bechet était présent à la première conférence sur la papeterie du Pont-d'Oie. Et on avait évoqué notamment un personnage très important pour l'histoire de AB, mais qui était peut-être un peu dans l'ombre, qui était Édouard Antoine, qui était un des responsables de la papeterie, pas directement le directeur, pour ceux qui se rappellent. Il a joué un rôle important. C'est le premier qui nous a décrit réellement comment travaillaient les ouvriers dans les usines et dans les forges
à travers un article. Et Paul était venu me trouver à la fin et il me dit, mais tu sais, la famille Antoine, elle a quand même eu des choses importantes, on a échangé beaucoup depuis. Et puis il me montre un petit article, il me dit, voilà, regarde un peu, il y a de ça, tu connais Jacques Martin, alors on précise toujours bien, pas le joyeux animateur qui s'occupe des enfants, mais le dessinateur, tout aussi talentueux. Et je lis, et puis je vois que Jacques Martin, et on en parlera tout à la fin, son père, Pierre Martin, était un des premiers aviateurs à venir récupérer les avions français, les avions allemands, vous allez voir tout à l'heure. Et dans la liesse, je vais vous décrire tout ça, mais elle rencontre une petite dame qui s'appelle Madeleine, son prénom, Madeleine Antoine, qui devait être vraisemblablement à l'hôtel Maubac, puisque c'est famille avec les Maubac. Et dans la liesse, ils sont amoureux, et un an et quelques après, ils ont un enfant à Strasbourg, et ce sera ce grand dessinateur. Voilà le menu un peu de ce soir. Quelques précisions toujours, moi je travaille toujours comme ça, et ceux qui sont déjà venus le savent, j'essaie de poser quelques questions basiques. Quand on fait de l'histoire, je me dis voilà, qu'est-ce qui s'est passé à la guerre, qu'est-ce que c'était que ce parc d'aviation, comment ont vécu nos aînés. Ça n'a jamais la prétention d'un historien qui est un historien spécialisé. Moi, je reste toujours généraliste, et vous allez voir, je croyais que Jean-Claude Delis serait peut-être là aujourd'hui, mais si vous vous intéressez à la Première Guerre mondiale, c'est vraiment un spécialiste que je vous recommande, et vous voyez, ce n'est pas des gazettes à Badelta, ce sont des briques, hein, et ça c'est le tome 1, qui raconte simplement les combats entre les Français et les Allemands. Hein. Donc ici, pas de prétention particulière à vouloir faire une histoire pure et dure, genre annale de l'Institut archéologique, puisque nous, quand on de publier des gazettes, nous contentons de publier des gazettes comme celle-ci, vous pouvez avoir à la librairie, si vous avez un peu d'argent, vous donnez 4 €, ou grâce à Pierre, vous pouvez les avoir gratuitement en PDF sur le site du Centre culturel. Ça n'a vraiment pas d'autre prétention qu'une gazette qu'on feuillette et dans laquelle on découvre des documents et des choses plus approfondies que sur la page Facebook avait autrefois ou que lors d'autres manifestations. Et derrière tout ça, il y a une volonté qui est d'animer la commune, de trouver, rappelez-vous les premiers qui sont venus, un excellent levier qui est l'histoire, parce que ce sont les racines, ce sont les liens qu'on peut entretenir, et vous voyez bien que depuis un an, surtout avec la page Facebook, les 2800 personnes qui y sont, eh bien c'est chaque fois des petits mots qui on ne se connaissait pas, les grandes familles, et je vais même en parler ici. Voilà, si vous avez retenu tout ça, vous voyez que le but c'est de partager les choses sans prétention, de faire des passages de témoins entre des générations, et de vous faire mieux connaître l'histoire de AB. Et si vous êtes fidèle, petit morceau par petit morceau, voilà, vous aurez d'ici une dizaine d'années, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, si Dieu nous prête vie, une dizaine d'années à peu près, bien d'avoir redonné une photographie du XXe siècle et plus particulièrement maintenant des années 50, les Golden 60s. Alors nous allons partir un petit peu à l'histoire qui est la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas la période la plus sympa, hein, mais c'est une période qui est intéressante dans l'histoire du village et dans l'histoire mondiale, puisque c'est à partir de la guerre 14 qu'on va rentrer dans la modernité, et vous allez voir que même en termes d'armement de bataille, on est dans la Première Guerre à la fois mondiale, mais la première boucherie un peu industrielle. Donc c'est quelque chose qui va marquer en tout cas les esprits et qui va avancer. Alors quand je dis que je ne fais pas d'histoire, j'ai quand même une petite prétention, c'est-à-dire de décrire les choses et de faire de la géographie, si vous voulez, par exemple la carte qui est là, mais je trouve toujours un peu plus intéressant de faire de la géologie. Hein. Si vous connaissez l'étymologie, soit que je décris la Terre, soit que j'essaye de comprendre la Terre. Je vois qu'on fait signe, mais je peux prendre l'exemple de Funès dans la soupe aux choux, je ne sais plus lequel, où il prend un verre de vin et il dit voilà, le vin il est rouge, mais le vin, je vois ce qu'il y a en dessous, et je vois que c'est les pierres ou le terroir qui nous a fait comprendre le goût du vin. Ou Pascal Carré, je me sens un peu plus à Pascal physiquement, vous voyez, quelqu'un qui va vous expliquer les choses, mais plus en profondeur. Donc si on regarde, et on va commencer par cette première question-là, quel était le visage du village de Abbé-la-Neuve juste avant la guerre? Alors ici, on a une photo qui doit dater de 1916, c'est toujours la même source, je vous la cite, c'était Mademoiselle Milès, que vous avez peut-être connue, les filles Milès, et elles avaient hébergé des aviateurs chez elles en 1918, puisqu'il y a beaucoup de Français qui sont venus, et ils lui ont laissé une série de 7 ou 8 photos qui sont évidemment précieuses, et c'était les premières photos que j'ai fait refaire. Donc j'allais chez M. Moreau, qui habitait à côté, je refaisais, je rendais les originaux, et malheureusement, Mademoiselle Milès est décédée, c'est encore une demoiselle, elle est décédée, et on m'a dit après, ils ont brûlé beaucoup dans le jardin. Ah zut. Donc voilà, et je m'en suis toujours voulu de ne pas avoir fait toutes les photos de sa boîte à gâteau, puisqu'elle faisait du théâtre et tout ça. Mais on voyait le hasard fait bien les choses, depuis qu'on a repris à Badelta, j'ai retrouvé la trace des photos et j'ai pu rescanner à partir des originaux. Alors, je sais que c'est toujours un peu compliqué, je vais parfois aller un peu vite, mais voilà une photo du village que vous avez déjà vue, je l'avais utilisée pour l'historique de la place.
Donc si on regarde, eh bien, on voit deux ou trois petites choses qui vont être intéressantes, et vous allez voir qu'elles ont un intérêt pour la suite et ce qu'on va expliquer au niveau de la vie en 14-18. On voit bien un village qui est groupé. Vous reconnaissez l'église, vous voyez les trois fameuses rues de l'église qui sont en parallèle, rue Chantraine, rue d'Auschwitz, une partie évidemment ici de la rue de rue qui se prolonge. Quand je vous avais expliqué l'histoire de la place, notre place est ici, vous voyez que la place était bien excentrée à l'époque, puisque tout ceci n'est pas bâti. Alors que maintenant, vous voyez la rue de Vence, ici, on voit encore un peu le crucifix, les entrées importantes à l'époque de Abbé, très vieux chemin, hein. La rue Luxembourg, ici, alors des rues qui vont nous intéresser, quoi qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est là, la rue de la Gare, vous la voyez. Vous voyez la rue ici, qui va s'appeler la rue de la Libération, mais qui s'appelait la rue du Pachy, qui est encore toute petite à l'époque, hein, c'est une création assez récente. Donc pour ceux qui se rappellent, le contournement de Abbé, voilà, hop, c'est la rue de Château, l'ancienne route était ici, la rue de Bologne. Je pense que vous vous situez, je vois encore le cimetière ici. Hein. Mais ce qui est frappant sont les extérieurs. C'est tout ceci. Donc on voit bien que Abbé, qui n'est pas un village agricole, hein, vous savez qu'il a un passé industriel, etc., mais on voit bien que l'agriculture jouait encore un rôle important, et on comprend aussi que l'agriculture jouait un rôle pour les petites familles, les ouvriers, tout ça, comme activité secondaire. En tout cas, tout ça, qui est loti évidemment maintenant, hein, l'histoire a fait évoluer ça, il y a à l'époque, la partie principale est encore l'agriculture. Et vous devez bien vous douter que quand on peut vivre en autarcie, en période de guerre, tout ça va être intéressant si vous habitiez la ville, si vous n'avez rien à manger. Donc la misère au niveau de l'alimentation, même s'il va y avoir des restrictions, va être moins sensible ici sur le village de par l'activité. Autre point qui est intéressant, c'est quand on observe le bâti avant 1914, vous allez voir que ce que je viens de vous dire s'observe aussi dans la partie architecture. Si vous regardez, donc on est ici sur l'ancienne église, j'ai vu que tout le monde ne connaissait pas ça, pardon, mais vous avez l'ancienne église et vous voyez l'espace communautaire qui était devant, qui était la place principale du village, à l'endroit où nous nous situons. Et vous voyez les petites maisons qui étaient là, ce qui frappe, c'est qu'elles se ressemblent, on ne se différencie pas vraiment dans les villages à l'époque, et puis on est au cœur du village, au plein centre du village, vous voyez bien que le caractère agricole est encore marqué dans toutes les façades. Alors évidemment, il y a un charrette, mais vous voyez ce qu'on appelle les boettes, hein, les écuries, vous voyez que le bâti correspond à ce que je vous dis, l'activité agricole est bien présente, pas encore de distribution d'eau, vous voyez les anciennes pompes forgées à Bologne, pour ceux qui ne l'auraient pas. Notre place, la voilà, là on est avant 1910, puisque le bassin est encore ouvert, donc il y a un assainissement d'une mare qui se trouvait au milieu du village et qui s'appelait l'étang au bac. Vous voyez qu'autour, on a des habitations un peu différentes. Je vous avais fait l'historique des hôtels, toute une série d'hôtels, le long de la route, on dit Marie-Thérèse, une route de 1765 qui reliait Arlon à Ostende. Si je vous prends ici, pardon, la grande rue, la rue Bilbaud-Dru, on voit bien, si vous lisez l'histoire des commerces, vous verrez la transformation de cette rue-là, mais c'est aussi vendre nos publications. Vous voyez aussi qu'il y a des portes de grange, hein, elle a été enlevée il y a très peu, c'est au niveau maintenant de l'opticien du Sard, hein, ça a été enlevé, mais on voit à nouveau une homogénéité, les façades blanches. Alors pour ceux que ça intéresse, vous voyez, les meubles Meurolux étaient ici, et à l'époque c'était une quincaillerie allemande, donc il y avait quelques commerces. Ce qui caractérisait surtout aussi l'emploi, c'est que c'était des emplois d'artisans. Donc il y avait, on va le voir avec d'autres, le travail d'artisans, vous aviez Maréchal Ferrand, vous aviez des bourreliers, vous avez une série vraiment de personnes qui vivaient de leur travail et on parle beaucoup de ça de l'agriculture, qui avait leur propre plus-value. Alors ici, toujours rue Émile-Baudru, vous voyez que ça s'appelait rue du Châtelet ou rue de la Fosse-au-Loup. On a de nouveau ces maisons blanches, celle-ci, Marcel Luc, c'est dans la salle, voilà ta maison, Marcel, là tu reconnais. Donc les fameux murs qui sont là, et on voit bien les caractéristiques qui étaient les caractéristiques d'un village avec le bois, qui va évidemment être important, puisque tous les témoins que j'ai eus à l'époque, en 14 avec les restrictions, ont dit on n'a pas eu froid, puisqu'on avait le bois. Et vous voyez qu'il y avait des commerces. Hein. Ici maintenant c'est un magasin de couture, hein. Vous reconnaissez l'endroit, ça a été café et tout en même temps. Et vous voyez que le caractère agricole, je ne vous mens pas, on est toujours ici un peu avant 1907, et on voit effectivement le bas du village. Vous ne verriez évidemment plus ça maintenant, hein, donc là, le bétail qui est en train de s'abreuver, et ici, en tout petit, je peux vous l'agrandir un peu, mais ça va perdre en netteté, une dame qui bat son linge, puisque c'était la rivière, à l'époque, on l'a déjà raconté. Un peu plus loin, la rigole,
Vous retrouvez évidemment le même aspect. On est après 1909 vers 1910, l'église est construite. C'est le quartier populeux et populaire de Abé. Les Rigolis, il y en a quelques-uns qui sont là, moi j'en fais partie. Ce sont des plus petites maisons, mais elles ne se différencient pas encore fondamentalement du village. On est encore dans des maisons blanches et une partie aussi qui va être l'agriculture. Voilà le début de la plus longue rue de Abé. Madame Legrand est là. C'était ici, chez Legrand, grosse maison. Et vous voyez que là, on répare un truc. Donc c'était une vie normale au village. Je vous montre des très anciens documents que vous n'avez peut-être jamais vus. Je vais vite, pardon. Et en voilà une autre qui nous remonte toujours la rue d'Auschwitz, la maison Legrand ici. Et vous voyez exactement la même chose. Vous voyez bien. Alors, les photos sont prises à différents moments. Vous pouvez avoir qu'on ramène les fagots plutôt en automne. La partie administrative, pour rappel, eh bien, c'était là, le bâtiment communal était là, la fée verte aujourd'hui, puis c'était café et toute une série de choses. Et rappelez-vous le nom de ce quartier-là, rue de l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville était ici, et vous allez voir que la poste était ici, à l'ancienne pharmacie. Là voilà. Et la poste. Donc on est bien, le cœur administratif était là, ça va jouer, parce que les Allemands et tout ça vont venir dans ces coins-là quand ils vont arriver. Au tout début, quand l'église a été construite, eh bien, on a déporté les activités justement rue de l'Hôtel de Ville, parce que n'oublions pas que la place n'est pas encore la place de l'abbaye. Donc, on fait les fêtes de village encore là, on va venir tout doucement sur la place. Voilà encore une vue un peu plus générale, toujours avant 1907, puisqu'on voit le village. Là, il y avait une tannerie chez Philippe Barbier, ça je l'ai vu, je sais pas si j'ai là, mais... donc dans la fosse au loup, en bas du village. Voilà, là c'est une photo un peu plus tardive, mais je trouve que c'est toujours une belle façon de voir ce quartier-là et de voir une des caractéristiques dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vivait encore à l'époque à la vitesse du pas d'un cheval ou à pied ou au vélo. Donc la voiture, la motorisation n'avait pas encore envahi, évidemment c'est progressif et maintenant c'est intensif, mais à l'époque on était encore dans un rythme de vie particulier. C'est ce qui m'a donné, moi, l'envie de m'intéresser au temps et à l'accélération, puisque M. Garand m'avait dit, on prend le temps. On avait nos champs à rue de Vente, on prenait le temps, j'ai dit, prenez le temps, comment on ne comprend pas qu'on puisse mettre une demi-heure pour aller sur son lieu de travail à pied, et c'était intéressant. Donc les premières voitures, je reviens aux gazettes sur les fous du volant que je vous avais faites il y a quelque temps, les fameux circuits des Ardennes, et bien voilà une qui descend, et vous voyez que c'est extrêmement rare encore avant la guerre 14 de voir des véhicules motorisés, et vous allez voir à la guerre, ils ont été employés, mais vers la fin de la guerre. On se déplaçait à vélo. Alors, petite parenthèse, on va vous sortir une gazette sur le cyclisme bientôt, et ici c'est Edmond Cornet, des premières courses en 1911, et avec nos recherches, on a découvert qu'il y avait déjà des passages de course à vélo de 1904 à 1907-1908, le Tour de Luxembourg-Bruxelles, et AB était une étape. Ici, je passe assez vite, je vous donne un contexte d'abord pour aller au cœur du problème. Donc, vous voyez bien que l'agriculture est présente, vous voyez bien les attelages, ce qui nous donne évidemment du travail au charron. Ici, c'est la famille Garand, mais à Étal, mais on voit vraiment ce que c'était. Alors, je vais oublier celle-ci, ça vous rappelle certainement des souvenirs, parce que ce n'est pas si ancien que ça. Ce qui était important dans l'agriculture, c'était la pomme de terre. Je ne vous rappelle pas l'histoire de Parmentier, qui a essayé de faire connaître et populariser la pomme de terre parce que c'était le légume qui vous permettait de passer l'hiver. Et nos anciens disaient qu'il faut qu'on arrive à faire la soudure entre les pommes de terre anciennes et les nouvelles qui devaient arriver. Ça va servir évidemment à la guerre, même s'il y aura un gros rationnement de la pomme de terre par l'armée allemande. Le travail aussi, ce qui va le caractériser autrefois, c'est le travail souvent collectif, au champ, etc. Puisqu'on travaille encore avec les bras, on n'est pas tout seul sur son tracteur, avec un tracteur qui coûte 250 000 €, vous avez entendu ce qu'on nous dit maintenant, et que vous êtes avec un GPS. Là, ce sont des gens qui sont habitués à travailler entre eux. Ça va avoir de l'importance au niveau de la solidarité. Alors évidemment, tout le monde se rappelle, le cochon, l'importance d'avoir un cochon chez soi, le peu de viande qu'on avait, mais vous savez, vous connaissez, tout est bon dans le cochon, le symbole de la tirelire, où on met l'argent dans le cochon, puisque c'est ce qui était important. Et donc là, ils vont essayer d'en avoir, ils vont les cacher aux Allemands. Alors plein de petits artisans, ici on a un peu plus tard, c'est M. Boum, devant. Donc ici on est rue d'Auschwitz, à côté de chez Cizel, c'est son atelier, on voit encore la maison maintenant. Donc quelques commerces, je vous ai parlé du vélo. Donc ici c'est de l'Est de Lyon, c'est dans la rue d'Auschwitz, juste à côté du centre culturel maintenant. Alors,
Alors, il n'y avait pas que des agriculteurs à Abbé. Si vous vous rappelez la conférence sur la papeterie, qui était le plus gros employeur de la région, 200 ouvriers qui se sont trouvés quand la papeterie a arrêté en 1884 au chômage, eh bien ils ont dû se recycler quelque part. Une bonne façon de se recycler ou de trouver du travail, c'était le chemin de fer, une soixantaine de personnes, à la fois des employés, mais aussi des ouvriers. Et puis, notre richesse qui est toujours principale, la forêt. Rappelez-vous, c'est la richesse, pas pour nous, pour les Chinois aussi, qui viennent chercher du bois, mais ça reste toujours une de nos ressources naturelles. Et à l'époque, ça a fait la richesse, par exemple, de la famille d'Hydrequin, ici, c'est l'époque, mais rappelez-vous aussi, au Châtelet, la scierie de Bonhomme. Donc nous avons sur Abbé une ressource qui est l'agriculture, et nous avons aussi des personnes qui sont des ouvriers. Alors la photo, c'est pas tellement pour vous montrer la sorcière, on est de nouveau chez Marcel Lux, on descend la rue Émile Baudru, mais c'était pour vous montrer qu'à l'époque, et on le sait dans les textes, les hivers étaient rigoureux, et les étés étaient ce qu'ils devaient être, donc il y avait encore des saisons à l'époque. L'hiver va jouer aussi un rôle important. Autre point que nous avions aussi, ce sont les carrières. Elles vont jouer un rôle, vous allez le voir, dans l'historique de 14-18. Là, on voit des ouvriers, c'est pas en 14, c'est un peu avant, qui sont dans les carrières de pierre, notamment dans la famille de chez Marianne. M. Cornet avait des carrières de pierre là-bas. Bien, ces ouvriers-là vont être mis en contribution. Petit lien avec l'historique de l'église qu'on avait fait il n'y a pas tellement longtemps, je vous avais dit, village calme, à peu près tranquille, sauf au moment des élections. Quand vous lirez la prochaine gazette, vous lirez ce que Edmond Garand racontait là-dessus, c'est-à-dire que c'était l'effervescence, puisque vous aviez deux camps, libéraux et catholiques. Eh bien, vous allez voir que la guerre va permettre à ces gens-là de se rassembler un peu plus. Donc, ce qui était clivant avant la guerre 14, quand ils auront vécu ensemble les mêmes douleurs, les mêmes problèmes, etc., on va oublier un petit peu les choses. Et alors, je vois Raymond qui est un plus ancien chez nous, après la guerre 40, on se réconcilie un peu plus entre l'harmonie d'émulation et l'harmonie la Cécilia, par exemple. Alors là, un personnage qui va jouer un rôle, vous l'avez déjà vu, c'est Émile Baudru. Et vous allez voir que si on a donné le nom d'une rue à Émile Baudru, c'est pour son action pendant la Première Guerre mondiale. Oui, Première Guerre mondiale. Alors, en face, vous aviez la religion. Ici, c'est une sortie de messe à 15 août. Monsieur le curé, vous voyez, ça nous fait un peu rêver par rapport au 15 août actuel. Donc, vous aviez une population qui était effectivement très religieuse, qui suivait les offices, peut-être parfois par convention plutôt que par conviction, mais regardez un petit peu, on s'endimanchait, je peux comment dire. Vous allez reconnaître votre petite statue ici, Notre-Dame, il y a les mêmes, et on est avant 1907, c'est l'ancienne église, vous voyez ici. Le curé à l'époque, j'ai eu toujours ce cadre-là plutôt que la photo, Napoléon, donc là quand il a réussi à construire son église et qui est dans une attitude un peu guerrière. Et le dernier point que je vous fais remarquer, donc c'est ce que j'appelle la géologie, on a énormément de photos de famille. Alors ces documents-là, ils peuvent être émouvants, ils peuvent être intéressants, mais quand on fait un peu de sociologie, on se rend compte que dans les villages en général, donc c'est le cas de Abbé-la-Neuve, vous aviez de très grandes familles. 5-6 enfants, parfois plus, parfois moins. Ceux qui en avaient 19 avaient le surnom Le Bouc, vous connaissez. Donc voilà, il y avait des surnoms qui étaient liés à la productivité, comme dirait M. Macron. Et vous aviez aussi des liens entre familles. Donc je suis certain qu'ici, vous pouvez lever la main, oui, on est famille, etc. Alors pourquoi est-ce que je mets le doigt là-dessus? Parce qu'on va avoir une période de restriction, on va avoir une période qui va être extrêmement difficile. La solidarité va fonctionner. Imaginez maintenant dans nos sociétés qui sont devenues individualistes, il y a une guerre, j'ai mon petit jardin à côté, je vais plutôt avoir tendance à mettre autour un mirador pour que le voisin ne vienne pas me les prendre, je ne crois pas que j'aurai tendance à partager, et lui aura peut-être plus tendance, sans vouloir être caricatural, à venir les chercher sans me le demander. Donc à l'époque, on a vu quand même que cette proximité sociale, qui était quand même pas idéalisée, c'était le cas, on se s'entraidait, il n'y avait pas le choix, il n'y a pas de CPAS, donc voilà, c'était aussi une nécessité de se tenir par la main, et bien va avoir un petit rôle pendant la guerre 14. Voilà, le décor est planté, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, et quelque chose qui est particulier à la province de Luxembourg, c'est qu'au moment, au début du conflit, eh bien notre province ne va pas être défendue par l'armée belge. Paradoxalement, donc la province va avoir ses soldats, mais les soldats ne vont pas du tout être ici sur le territoire pour le défendre, ils vont se retrancher, puisque c'était une technique de l'époque,
vers les villes et vers les casernes des villes, et notamment tout ce qui y avait sur la Meuse, puisque si les Allemands attaquaient, il fallait les bloquer là. Vous savez que les Français ont fortifié aussi. Hein. Donc on se retrouvait dans une zone blanche, terme qu'on connaît bien et que Pierre a encore utilisé hier pour parler de la culture en province de Luxembourg à une réunion à Redu. Et nos soldats existaient bien, hein. Il y avait un système un peu particulier et qui était jusqu'en 1909 pas très démocratique, disons-le comme ça, c'était la conscription. Vous connaissez la conscription, donc vous connaissiez, je rappelle parce que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais quand vous aviez deux armées qui s'opposaient autrefois, généralement c'était des soldats de métier, des soldats qui étaient payés, des mercenaires. Hein. Vous aviez même un noble qui pouvait avoir sa propre garnison, sa propre armée, etc. Les révolutionnaires français, quand ils constituent le citoyen, il dit le citoyen doit défendre sa patrie, et pour défendre sa patrie, il faut aussi aller au combat. Hein. Donc c'est le principe, si vous voulez, rapidement, de la conscription. Et ça s'est étendu à tous les pays. Parce que vous avez vu ce que Napoléon a fait avec la conscription, il a pu attaquer toute l'Europe avec des armées importantes. Et donc on s'est dit, c'est pas mauvais idée, on va avoir de la chair à canon, on va les envoyer là. Et voilà la chair à canon de l'AB, si vous voulez. Des conscrits qui sont là, et vous voyez qu'ils ont des numéros. Alors comment fonctionnait la conscription? Elle fonctionnait, alors c'est pas inégalitaire, par tirage au sort. Donc on se rendait à Étal, on avait des numéros tirés dans un chapeau, et puis si on avait un bon numéro, on était exempté. Si on avait un mauvais numéro, malheureusement, eh bien on était parti. Et vous les voyez qui reviennent ici avec leur numéro, vous voyez 134, 121, comme il y a des gens de Abbé-la-Vieille, voilà une photo de Abbé-la-Vieille, et vous voyez celui ici qui met « Vive le 112, Henri Dupont », 112 est là, parce qu'il a tiré un bon numéro, un haut numéro. Je vais vous proposer d'écouter, je pense que ça va bien marcher, ce que nous disait Adrienne Delan, donc que vous connaissez, centenaire, 114 ans. J'avais été l'interviewer, et c'est très touchant, vous allez voir, quand elle avait 90 ans, et elle va raconter la conscription qu'elle a vécue en 1904, quand elle avait 5 ans, puisque la conscription, si c'était un moment douloureux, c'était aussi un moment pour tout le village de solidarité, puisque les écoles communales, peut-être pas les écoles catholiques, mais les écoles communales en tout cas, allaient au-devant des soldats qui revenaient d'Étal. On va voir si ça fonctionne. Nous entraîner de tout. Voilà. Quand les conscrits, quand on tirait au sort, on tirait encore au sort. Alors quand c'était les conscrits, on allait rechercher les conscrits. Ils allaient tirer au sort à l'État. Oui. Et on allait les rechercher partout de la gare. Ah. La musique, c'était beau, c'était beau. Et nous, on avait un bon élément. Et la mademoiselle nous mettait, quand c'était les conscrits, la mademoiselle nous mettait des soldats, puisque les conscrits avaient des soldats, oui. Et on allait à la... Et il y avait un défilé, alors il y avait la musique, il y avait des élèves des écoles garnies. Jusque ce jardin d'étal qu'on allait on était comme ça. J'avais 5 ans. Donc c'est 1904 alors ça. Et tout petit, on ne pouvait pas aller, mais ceux de 5 ans, on y allait. Elle nous mettait des rebords au bonnet. Et c'était convenu, vous savez, cette affaire-là, avec la musique, parce que la musique, je venais d'État avec les conscrits, mais nous, on allait seulement à la rencontre, jusque là-bas. On a dit, Dieu, il y a la rue des Cleuvel, on n'allait pas plus loin, c'était déjà loin. Oui, ça fait 1 kilomètre. Alors quand on voyait les conscrits et qui nous voyaient, et bien les musiciens jouaient une air que nous chantions aux conscrits. Donc c'était bien convenu avec notre bonnet quand on voyait le conscrit. Vous ne vous rappelez pas ce que vous chantiez? Qu'est-ce que vous chantiez? Avec le ciel chanté. Conscrit, quand tu partiras, ne pleuras-tu pas en quittant ta maison. Conscrit, quand tu partiras, ne pleuras-tu pas au service de joie. Et à la guerre, il faut s'y perdre. Et au combat, il nous faut des soldats. Et c'est convenu. Voilà, vous avez entendu le témoignage d'Adrienne qui nous expliquait comment fonctionnait. Quand je vous dis que c'était quelque chose où tout le village participait, on voit ici, ils sont en train de fêter ça. Alors ça se passait comment? Ils revenaient au village,
Il y avait ceux qui avaient gagné, ceux qui étaient perdus, les familles étaient attristées, ceux qui avaient tiré un bon numéro payaient la goutte et tout. Vous voyez ici, ils ont préparé le bouton, hein, qui va passer un mauvais quart d'heure d'ici quelques temps. Ils allaient là. Une solution qui existait, que je vous dis qu'elle n'est pas très démocratique, c'est qu'on a permis jusqu'en 1909 qu'on puisse racheter un mauvais numéro. C'est-à-dire que les familles qui pouvaient avoir plus d'argent pouvaient aller trouver une famille qui en avait moins et dire voilà, notre Georges doit partir, est-ce que tu ne veux pas aller à sa place? Et c'était quand même des sommes importantes, hein, c'était quelques milliers de francs. Donc pour certaines familles, elles acceptaient, mais il faut bien vous dire que le service militaire durait de 2 à 4 ans. Et ici, si vous vous rendez compte, ceux qui étaient conscrits, on avait raconté ça, il y en avait plusieurs, qui ont dû faire le service militaire, par exemple, en 1912, ils sont partis 6 ans de leur famille. Hein. Et à l'époque, c'était 2 bras en moins pour travailler notamment dans l'agriculture, ou 2 bras qui travaillaient à l'usine et qui ramenaient la paille, puisqu'on avait quand même des familles qui étaient plus pauvres. Alors la particularité que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la province de Luxembourg n'était pas défendue, donc nos amis abésiens, je vais dire amis abésiens, vous voyez bien nos aînés, étaient quand même habitués à avoir des soldats parce que Abbé a été pendant plusieurs années le terrain de jeu, d'entraînement du 10e de ligne qui venait ici, qui venait ici à Abbé en masse. Donc, comme vous pouvez avoir des manœuvres, ça s'appelait des manœuvres. Il y en a encore eu il n'y a pas si longtemps que ça. J'en ai vu dans la rue Émile Baudru, je pense que c'est lié à l'Ukraine. Là, il y avait des jeeps, il y avait des gars à 1h du matin qui étaient là en train de s'installer. Vous voyez, ici, c'était assez massif. On a des articles de journaux qui expliquent tout ça. Et regardez ce qui se passait. Ils cantonnaient aussi à Abbé. Alors là, je m'amuse toujours à faire des petits concours, vous savez, le samedi. Là, donc, eh bien voilà la maison ici de M. Warren qui a été transformée en Eurolux. Nous sommes ici à la rue Chantraine, on a du mal à reconnaître, mais vous voyez le petit bout de clocher ici, donc M. Burnet, si vous connaissez, Willy, il habite là, et donc ici maintenant ce sont des appartements, si vous voyez, des anciens établissements Klein, et vous voyez vraiment, on avait la chance d'avoir un excellent photographe qui était M. Garbois, je l'ai déjà vu, bien, il venait vivre ici chez l'habitant pendant quelques temps. Alors, on va repasser maintenant un peu plus en 14-18, évidemment, avec d'autres informations ici. Je pense que ça va se mettre, voilà. Je vais vous montrer Émile Baudru, qui était le responsable à l'époque, il venait d'être élu quelques années auparavant. Donc, quel était un peu l'état d'esprit des Abésiens à la veille de la guerre? Quand je posais des questions, il y avait 2 réponses qui étaient données. Il y avait certainement une angoisse, puisque les menaces de guerre duraient depuis quelques années. Hein. Nos amis français, nos amis allemands, à l'époque, depuis 1870, ne se supportaient guère. Et les menaces de guerre étaient vraiment à leurs frontières. Il y avait des armées qui cantonnaient de chaque côté, et on avait bien compris que du côté allemand, on était préparé. Hein. Toute l'histoire, si vous lisez sur 14-18, on a bien compris que les Allemands avaient envie d'envahir la France et avaient en tout cas de la stratégie pour le faire. Et il y avait une autre chose aussi, et c'est amusant quand vous lirez les témoignages quand ce sera publié, ils avaient confiance en leur professeur d'histoire qui disait que la Belgique était neutre. Notre pays est neutre, on garantit cette neutralité, et paradoxalement, et l'Allemagne et la France devaient garantir la neutralité. Hein, depuis 1830, vous connaissez un peu l'histoire de la Belgique. Ils apprenaient ça à l'école, et ils étaient renforcés dans ce sentiment-là aussi par le fait qu'en 1870, quand les Prussiens, les Prussiens vont combattre les Français, et quand les Français ont la bataille à Sedan, la fameuse bataille, eh bien, ici, on n'avait pas été touché. L'armée n'était pas partie, il y avait quelques soldats aux frontières, et par exemple, Fernand Mathieu, qui était cultivateur, son grand-père, lui racontait tout le temps qu'ils allaient près de la gare, ils mettaient l'oreille sur le sol, et il entendait le canon qui tonnait à Bazaille et à Sedan. Mais c'était rien passé. Donc il y avait une certaine confiance. Donc la déclaration de guerre, quand elle va tomber comme un coup de tonnerre. Donc le 1er août 14, il y a la mobilisation. Le 2 août, il y a l'ultimatum des Allemands à la Belgique. Et à partir du 4 août, la guerre est déclarée. Donc imaginez-vous un peu le contexte dans lequel ils vivaient. Pas de soldats, puisque les soldats sont mobilisés et sont partis. Donc le territoire est vierge ici, il n'y a personne pour le défendre. On entend la déclaration de guerre et on sait que les Allemands vont passer par la Belgique. Alors, vous connaissez un peu l'histoire, hein, les Allemands, ils ont bien vu que c'était moins défendu pour la Belgique, puisque les Français s'étaient massés sur le front de l'Est, hein. Il y avait des fortifications. Ici, la province de Luxembourg cherchait une grande caserne, a cherché comme à Namur ou à Liège, ou même à Dinan, des grosses constructions pour pouvoir faire des ouvrages de défense. Il n'existe pas ici. Hein. Et donc, les Allemands avaient beaucoup plus facile pour aller d'Ar Paris de passer par la Belgique, au risque, c'est ce qui s'est passé, que l'Angleterre, qui était aussi garante de la neutralité belge, entre dans la guerre. Hein. Donc il y avait quand même
une stratégie, et la stratégie, comme sur la Blitzkrieg avec Hitler, ça a été la vitesse. Donc, les Allemands, et ça va avoir psychologiquement un rôle quand ils vont venir dans nos villages et qui va expliquer en partie les incendies, les massacres qui vont se passer, c'est que les Allemands doivent aller le plus vite possible pour ne pas avoir trop de défense, monter sur Paris, prendre un tenaille et redescendre après l'armée française qui était massée sur le front de l'Est, pour parler comme ça. Mais rappelez-vous, bataille de la Marne, les taxis de la Marne et tout ça, ça n'est pas arrivé. Mais quand la déclaration de guerre arrive, donc le village est un coup de tonnerre, et évidemment c'est l'autorité communale qui doit prendre des mesures. Et donc le bourgmestre Émile Baudru va réunir ce qu'on appelait la garde civile, si vous voulez, quelques personnes qui pouvaient assurer l'ordre public à l'époque, au Café Sanem, on est en train d'étudier ça pour le moment, donc ils se réunissent au Café Sanem, ils regardent, il y a une série de proclamations, donc on ne sort plus, on fait l'appel au calme. On essaye évidemment que la population soit très prudente, puisque l'ennemi est à nos portes. Et il y a une série de choses qui sont prises, on met un drapeau à la commune, ils ont la bonne idée de créer un endroit pour soigner les blessés. Et vous reconnaissez sûrement ici le rosaire, le mille-briques. Là, c'est la photo au moment de l'inauguration, c'est pour ça que c'est tout beau, tout neuf. Vous voyez les murs blancs, et la dame qu'on voit là, c'est Madame de Peter, c'est elle qui l'a construit sur ses fonds. Et je la cite volontiers, on pourrait lui donner une rue, le nom d'une rue de l'Abbé, parce que vous allez voir, elle a joué un rôle important en 14-18. Voilà, on y fait ce qu'on appelle la Lazarette ou une croix rouge. Et photo suivante, on voit arriver les Français. Donc imaginez-vous, vous êtes dans une période où c'est très compliqué, puisque d'un côté, vous savez qu'il y avait une armée qui est là, face à vous, vous n'avez pas vos soldats, vos enfants et tout ça qui sont là pour vous protéger, mais ils sont partis retranchés sur le centre du pays, et vous voyez arriver près de nos portes, eh bien, des Français qui sont vus comme des libérateurs. La photo, c'est dans ces contextes-là qu'il faut mettre les photos. Donc vous voyez ici, c'est le 4e escadron, c'est 150 cavaliers en général, 30e dragon. Ça fait partie de tout un mouvement de troupes dirigé par le général Abonneau, je vais vous expliquer dans les détails, pas, mais dans les grandes lignes, qui sont massés le long de la frontière et qui sont principalement, à un moment donné, des troupes de reconnaissance. C'est l'obligation, avant de s'affronter, avant du combat, il faut envoyer des éclaireurs. Donc ce sont plutôt des éclaireurs. Ils arrivent ici, c'est les deux rares photos que je connaisse. La première était plus connue, celle-là, je ne sais plus dans quelle collection j'avais fait refaire. Et vous voyez les enfants à court. Et je vais vous lire un petit texte. Je ne vais pas vous passer l'enregistrement parce que ça a un peu trop de temps. Alors, si je mets bien là-dessus, c'est le texte. Je pense qu'il n'y est pas, mais je vais le retrouver. J'ai la photocopie quelque part, mais pas ici. C'est un texte qui disait, c'est celui d'Edmond Garance, Lisbeth, je cherchais celui de M. Mathieu, mais il est là. L'arrivée des Français. Voilà. Je vais essayer de retrouver la première ligne. Lorsque les premières troupes françaises sont arrivées à Villeneuve, cela a été une vraie folie, une joie générale. Les gens offraient à boire. J'ai vu des personnes qui étaient en train de dîner et qui arrivaient avec leurs soupières. Ils offraient de la viande, du chocolat, des cigarettes. La foule était très animée. Je me souviens encore d'un Français qui criait « Moi, j'ai promis de ramener un casque allemand à ma femme. » Les gens sentaient qu'il y avait une force armée qui arrivait et qui allait nous aider. Chez nous, les hommes avaient été mobilisés et étaient partis. Je revois encore le père Biloc quand il est parti, là où c'est la cacaillerie Moreau, donc à l'époque, vous voyez maintenant, elle a abattu la maison de Luxembourg, à rue Lacreux. Les gens pleuraient, ils faisaient des adieux à leur famille qui était sur la porte. Le père Anert, qui était forgeron ici à Lacreux, me disait « Edmond, demain ce sera mon tour, ce sera ma classe qui partira ». On mobilisait les gens qui avaient fait leur service militaire. Je suppose que c'était la gendarmerie qui amenait les papiers. Les hommes mobilisés devaient rejoindre des dépôts. À Malines, je crois, ils partaient par train. Donc ça explique bien l'état d'esprit. On voit arriver les Français comme libérateurs. On est déchirés parce qu'on a nos soldats qui sont partis au loin. Mais rappelez-vous l'état d'esprit, on a gonflé à bloc les militaires pour que les deux camps se battent, la propagande, on bourre le crâne avec le nationalisme, le patriotisme. Et les Français disent on vient attaquer, on va vite rentrer à la maison, on en a pour 3 semaines. Et les Allemands leur disent Nach Paris, guerre éclair. Ça ne va pas du tout être ça, vous connaissez l'histoire qui va se mettre. Alors les armées en présence, je vais être très très court là-dessus, mais en gros, qu'est-ce qu'il y a? On va avoir des Français d'un côté, des Allemands de l'autre. Au point de vue force en présence, ça sont à peu près les mêmes. Au point de vue armement aussi, il n'y a pas de grosse différence, puisque ça fait près de 30 ans qu'ils se surveillent l'un l'autre. L'armement est là. Alors, la petite chose qu'il faut avoir à l'esprit, évidemment, c'est l'évolution de l'armement. Lorsque vous avez des fusils qui permettent de tirer beaucoup plus loin, ça change complètement la stratégie de la guerre. On n'est plus tirer les premiers, les messieurs, les Anglais, ou on n'est plus dans une espèce de combat de rue ou chevaliers qui sont l'un à l'autre. Il va y avoir une stratégie qui va être différente. Si vous avez des canons, évidemment, vous pouvez
tiré très loin. Et de ce côté-là, s'il n'y a pas une grosse différence d'armement, il y a une petite différence de stratégie du côté des Allemands, qui eux ont déjà entériné, si vous voulez, une guerre que j'appellerais moderne. Ils ont compris un peu plus vite que les Français qui sont restés traditionnalistes sur ce coup-là, et bien qu'en se cachant, en se camouflant un peu plus, puisque vous avez un fusil, ça ne sert plus à rien d'essayer de s'affronter face à l'autre dans un champ comme les guerres napoléoniennes. Il vaut mieux avoir le camouflage, et on le voit par exemple ici, ça a l'air d'être un détail, mais ça a joué quand même pendant la guerre, notamment la bataille de Luchy, je l'ai étudié. Ici, vous avez l'allemand en Feldgrau, la couleur grise qui est là, le casque à pointe qui est caché, et en face, bien voyant, c'est ce qu'on disait aussi, vous voyez, le français, les couleurs nationales, hein, c'est bien alors la couleur Garance, parce qu'il fallait aider l'industrie française dans le sud de la France, qui produisent Garance, qui est un colorant. Hein. On ne voulait pas acheter des colorants anglais, donc on met des pantalons rouges, on met des costumes bleus. Donc le nationalisme se voit aussi là-dedans. Et alors, je vous recommande toujours des livres, hein, si vraiment vous devez aller, je pense Jean-Claude Delay, là, il va vous expliquer sur des dizaines de pages un petit peu tout ça. Et je pense qu'il a raison, et d'autres historiens plus récents aussi. Donc ce n'est pas vraiment au niveau de l'armement qu'il va y avoir une différence, puisqu'il y a autant de force d'un côté et de l'autre, il y a des canons, il y a des fusils qui sont à peu près les mêmes, les uniformes pas, c'est au niveau de la conception de la guerre qu'il va y avoir une supériorité, entre guillemets, au niveau des Allemands qui ont intégré ça et qui vont tendre littéralement des embuscades à l'armée française. Je trouve à Rossignol, la bataille de Luchy, j'avais étudié avec Guy Dosset, par exemple, et avec Yves Gourdin, de la famille ici, qui a montré vraiment comment, imprudemment, les armées françaises, avec leurs chevaux et le caisson, rentrent dans le bois sur une route, les Allemands les attendent, ils les mitraillent, ils les canonnent, mais ils ne savent rien faire, les Français ne savent même pas faire demi-tour. Vous voyez avec les caissons, et c'est un massacre. Si vous voyez les photos sur Internet, vous voyez des chevaux, vous voyez des caissons partout. C'est une chose, la préparation. Et puis, il y avait aussi dans la technique de guerre allemande quelque chose qui était intéressant, c'est qu'on laissait la possibilité à l'officier de s'adapter à ce qu'il voyait. Tandis que les Français, de chaque fois, référaient. Est-ce qu'on attaque à gauche, est-ce qu'on attaque à droite, il fallait l'ordre supérieur. Tandis que les Allemands, la méthode Clausewitz, si vous voulez, laissait la possibilité à l'homme de terrain, qui est un capitaine, un commandant, même si ça ne correspondait pas à la mission qu'ils avaient, de s'adapter. Évidemment, les Français sont nettement moins adaptés. Ils disaient la bataille des frontières, rappelez-vous Rossignol, les Français en parlent très peu, hein, mais c'est là où ils ont perdu des dizaines de milliers d'hommes. Hein, les Allemands aussi, hein, ils ont perdu des hommes. Donc voilà, pour ces batailles-là, vous voyez deux armées en présence. Ça ne va pas être simple pour les Adésiens qui vont se retrouver face à face avec... Alors ici, ce n'est pas une photo de Abbé, mais je vous ai montré les Français tout à l'heure. Voilà les Allemands. Et rappelez-vous l'expression casque à pointe, hein, qui est restée très longtemps. On a associé l'allemand au gauche aussi, mais ça faisait partie de leur uniforme. Donc il n'y avait pas que la pointe, il y avait toute une série de choses, si vous aimez l'historique et les casques. Mais on les voit ici, ils vont arriver aussi à Abbé, hein, évidemment. Donc vous avez les Français qui arrivent d'un côté, les Allemands. Alors moi je ne parle jamais de combat sur Abbé, parce qu'il y a les combats de Rossignol, où il y a les batailles de Rossignol. On va échapper à ça, ça va être ce qu'on a appelé des escarmouches entre, en réalité, des éclaireurs. Donc la cavalerie, évidemment, avec tout ce que je viens de vous dire sur l'armement, va jouer un rôle très secondaire par rapport aux batailles napoléoniennes, par rapport à d'autres que vous connaissez dans l'histoire des batailles. C'est surtout des éclaireurs. On la voit ici, qui s'adresse à un civil et qui va lui demander où est l'ennemi. La reconnaissance est vraiment importante. Hein, si vous devez connaître le terrain pour savoir où est l'ennemi. Et on va avoir ce qu'on pourrait appeler presque une drôle de guerre aussi, une partie de cache-cache pendant plusieurs jours, jusqu'au 19 août à peu près, où on va voir arriver des Français et on va voir arriver également des Allemands. Alors pour le village, on cite toujours deux escarmouches qui ont été importantes. On a eu une première patrouille allemande qui est arrivée d'Abbé, forte d'une dizaine d'hommes, pénétrée dans le village. C'était le 6 août, je regarde la date pour ne pas dire de bêtises. Oui. Le 6 août, pardon, non, c'est les premiers cavaliers français, le 9 août. Donc la photo que je vous ai montrée, la date était dessus, mais je ne l'ai peut-être pas précisé. Le 9 août, on voit arriver les premiers cavaliers allemands, donc bien des Uhlans, hein, qui sont là, et qui sont gonflés à bloc, vous vous doutez bien, donc ils sont prudents, ils interrogent les civils, ils entrent dans le village, ils décident d'aller à la gare, rançonner la gare, mais voir la stratégie des gares, vous la comprenez, hein, voir un petit peu ce qui est là, ils rançonnent la caisse, ils s'en vont, et comme il y avait tous les Français qui étaient partout en haut, hein, vraiment là, il y a des Français à vélo qui les repèrent et qui vont les prendre en charge et tirer. Ils vont abattre le cheval d'un des soldats allemands, et si vous avez vu la toute première photo où vous montrez les chars, en plein mois d'août,
vous avez les blés et tout, donc il arrive à se sauver, à se camoufler, il y avait des haies encore, et il part, lui, en direction de la rue de Vence. Alors, petit détail, pour vous prouver encore que les Abésiens étaient assez téméraires, il y a quelqu'un qui le repère, il vient crier ici sur la place, il y avait une cinquantaine de personnes, et il vient dire, ça y est, il y a des Allemands, il y en a une vingtaine qui vont voir, très imprudents, donc l'Allemand, même s'il est blessé et s'il se cache, il les met en joue, heureusement personne n'est touché, il se sauve. Mais cet Allemand-là va jouer un petit rôle d'après une explication, parce qu'il va continuer à aller sur la rue Luxembourg. Il va de nouveau se cacher là-bas, il va tirer sur les Français, il va profiter de tout ça, il va tout le temps être caché, mais je vais vous le dire après, il a peut-être joué un rôle dans le massacre d'un civil. Alors ça, vous le voyez, c'est le document de Patrick Bailly qui me l'a renvoyé, qui l'a envoyé en Allemagne. Enfin, il a fait un montage, j'avais fait un bouquin sur les croix de l'abbé, et il a envoyé ça sur un site allemand. Il y a eu une autre escarmouche qui aurait pu avoir un moment terrible pour le village. Donc, imaginez-vous bien qu'ils sont en train de sillonner chaque armée, à peu près tout le coin. Donc les ordres, c'est d'aller voir sur Arlon, c'est d'aller voir sur Blessard, c'est d'aller voir où est l'ennemi, puisqu'on ne le trouve pas directement. Hein. Il vient du Grand-Duché, il avance par Guirch, il est sur Nobressard, il avance comme ça, il va profiter de la forêt pour venir sur la baie. Une patrouille de Français qui revient d'Arlon décide de rentrer dans le village par la ruelle d'Aris. Donc la ruelle, comme Charles Ferdinand l'a baptisé, la ruelle du paradis maintenant. Hein. Donc il arrive par là, et de nouveau devant la mairie, puisque ces soldats allemands étaient là, 2 cavaliers qui étaient près du bourgmestre, et tout de suite, les Français les prennent en charge. Les Allemands se sauvent là où ils pouvaient se sauver, ils traversent la place, ils arrivent sur la route de la gare, et là, les Français tirent, ils touchent mortellement un des soldats, ils blessent le cheval d'un autre, ils font un prisonnier, et qui est touché, c'est Van Breno. Alors j'ai les renseignements le concernant ici, s'appelle Charles Van Breno, il était âgé de 20 ans, mais il était surtout issu d'une famille noble allemande. Von, vous voyez, Von. Et Patrick, qui a traqué tout ça, me disait que son grand-père, Adalbert, était un lieutenant général prussien et qui avait son propre régiment. Donc s'il vous plaît, on ne va pas tuer n'importe qui. Et tout de suite, les Allemands, dès le mois de septembre-octobre, vont faire une croix particulière, je crois qu'on voit la maison ici, donc je vous situe, ça c'est maintenant l'Institut de la Sainte Famille. Vous voyez d'ailleurs, si vous regardez la façade de la Sainte Famille, cette maison-là est toujours là. C'était la maison Hauss, et c'est ici le long du mur que les Allemands ont tout de suite fait un petit monument qui a été arraché tout de suite après la guerre, parce qu'évidemment les gens de la baie n'appréciaient pas du tout les Allemands. Et ce Van Breno, heureusement, va être soigné au rosaire. Vous voyez l'importance du rosaire, Amélie de Peters, il va être soigné là, et malheureusement il va mourir. Quand les autres Allemands vont arriver, vont vouloir brûler le village, Émile Baudru, qui connaissait l'allemand, va parlementer avec eux, il va même leur offrir du vin et des boissons, etc. Et ce qui va sauver le village, c'est le fait qu'il y ait eu une Croix-Rouge et qu'on y a soigné, notamment Van Breno, mais qui est mort, et on y a soigné également, après la bataille de Rossignol, un autre gradé qui était là, qui avait eu 2 balles, qui n'était pas parti et qui avait pu témoigner aussi, ben non, j'ai été soigné là par le docteur Courtois à l'époque, qui était dans cet endroit. Donc vous voyez que les enchaînements commencent un peu à se faire, puisqu'on va parler un peu des incendies de Houdemont et tout ça. Mais malheureusement, on ne doit pas déplorer beaucoup de morts de civils à Abbé, alors que vous avez le massacre de Rossignol, c'est quand même plus de 100 personnes qui ont été massacrées, à Houdemont, 24 roues, rue du 24 roues, une douzaine de personnes. Il y a une personne, le voilà ici en plein centre, c'était le Grand Adelin, comme on appelait Adelin Jacques, un libéral, puisque là il est dans un triomphe libéral, il faisait partie de la garde civique, c'est une des rares photos que j'ai de lui. Donc on est à la Rigole ici, c'est chez la Matite. La maison donc qui était à un moment donné le magasin de la maman de Régine. Ici, la discothèque était là, la rue là, donc ils sont en train de fêter, et c'est Arsène Lépère. On a retrouvé ici son souvenir mortuaire le 12 août 1914, il décède à l'âge de 37 ans. Rappelez-vous tout à l'heure, parce qu'on essaye de se poser la question, mais pourquoi est-ce que les Allemands arrivent dans Abbé? Il habitait la maison, vous voyez où habitait M. Jean Muller, hein, la maison à la sortie de Abbé-la-Gaille. Il y avait une petite maison un peu plus loin, il vivait là avec sa mère. Les soldats allemands arrivent, ils ouvrent la porte, ils lui lisent un acte et lui tirent une balle dans la tête. Et donc, il est descendu comme ça. Donc pourquoi? Et les gens du village, il y a 2 explications qui ont été données. On l'a vu parler à des Français. Donc vous vous doutez bien, les Allemands ils arrivent, ils veulent aller vite, il ne s'agit pas qu'il y ait une résistance au niveau de la population de Abbé. Ils avaient très peur des francs-tireurs, des snipers si vous voulez, hein, parce que ça, s'ils étaient ralentis, ça n'allait pas.
Et donc, le fait qu'on leur ait donné un renseignement comme quoi Arsène Lupin discutait avec de Lancier, une théorie, c'est le fameux soldat qui suivait, qui arrivait rue de Vence et qui arrivait rue de Luxembourg, aurait pu le voir. Deuxième théorie, les Allemands qui étaient à Bonaparte, au-delà du château du Châtelet, avec leurs jumelles d'approche, avaient vu rue de Luxembourg et l'avaient vu. Donc, on ne l'a pas fusillé par hasard, on l'a fusillé parce qu'il avait discuté avec des soldats français. Donc, si je résume un petit peu ce qui s'est passé, vous voyez, les premiers jours de la guerre, les premières parties, l'angoisse est là. L'angoisse ne va pas quitter les villageois, puisque vous avez une série d'escarmouches qui sont là. On a un civil mort, on a le village qui aurait pu être brûlé, et on va voir petit à petit les Français qui vont refluer. Donc, on est bien, cette fois-ci, sous le joug des Allemands. Et ce qui va arriver au fil des jours, mais assez rapidement, 19 août, 20 août, 22 août, 24 août, c'est le gros de l'armée allemande qui va passer ici. On me disait pour les gens de l'Instert qu'ils étaient passés par l'Instert et qu'ils avaient réquisitionné des civils et des chevaux pour arriver près du Pont-de-Loire. Donc vous avez deux mouvements de l'armée. Il y en a une partie qui va venir de la région d'Arlon, d'Instert et là, mais dans notre village, ils vont se couper en deux parties. Je vous montre ça avec les cartes. Alors elles valent ce qu'elles veulent, ce qu'elles valent, c'était un bilan d'air qu'ils avaient fait. Vous voyez, encore avec des petits trucs qu'on collait à la main, mais elles existent. Donc vous voyez, vous avez un mouvement des troupes allemandes qui arrivent par la route d'Arlon et qui va se diriger vers Rossignol. Ça, c'était d'abord des cavaliers, vous voyez, il faut aller vite, les cavaliers, puis des piétons qui sont passés. Et le deuxième groupe dont je vous parlais maintenant, qui venait de Asper, ils vont arriver par le Pont-de-Loire. Alors ils connaissaient très bien le village, ils avaient repéré auparavant, et ils avaient les noms en allemand. Donc pour le château de Neuerburg, Edmond Garand raconte, il l'a vu, vous voyez avec les cartes Neuerburg, aller par là, etc. Et c'est un défilé continu pendant plusieurs jours. Autant ici, les témoignages, je l'avais dit, ça m'avait surpris, c'est que quand ils descendaient la rue des Carrosses, où se trouve la rue des Carrosses, elle n'était pas bâtie à l'époque, c'était bien sûr des rues qui n'étaient pas macadamisées, eh bien le déplacement était au mois d'août de poussière dans cette rue-là, a fait que les Genèves sont restés pendant 15 jours complètement poussiéreux. Voilà, vous voyez ce que c'est, il y a de la poussière partout et que c'est resté longtemps. Donc ils voient défiler le gros des troupes, il y a une partie qui repart vers le château, c'est la stratégie des Allemands, essayer d'encercler, s'ils ont des repérages, une partie des Français. Donc le 22 août, c'est la terrible bataille de Rossignol, c'est la plus proche que nous ayons géographiquement, mais il y a des dizaines de milliers de morts des deux côtés, et on va être un peu aussi dans une pagaille, puisqu'il y a des Allemands qui vont refluer. La Croix-Rouge va aussi bien soigner des Allemands que des Français, les deux, donc ça c'est les conventions de la Croix-Rouge, mais il va y avoir des Français qui vont se sauver, qui vont essayer de se cacher un peu partout, et certains vont tirer, ce qui explique les massacres de Hougomont. Il y a un Allemand qui est tué à l'entrée de Hougomont. Donc pour eux, c'est des francs-tireurs, les Allemands, les gens de Hougomont vont dire non, c'est des Français qui étaient là sur les hauteurs, qui ont tiré, c'est pas nous. Le village de Hougomont est brûlé, 10-12 maisons incendiées, il y a des massacres, et puis après c'est Rulle, donc Rossignol vous connaissez. Donc Abbé vit dans l'angoisse, il voit les flammes au loin, Marie Mathieu qui était là me dit on regardait de la ferme, on voyait des flammes, et Edmond Garand qui était habitué à aller sur les hauteurs, c'était tous les gamins qui étaient tout le temps dehors, même en temps de guerre, il fallait que les parents les tiennent, et puis on allait regarder, on voyait l'incendie. Donc l'angoisse est bien présente à l'époque, et on va avoir après l'occupation proprement dite. Voilà, les Allemands vont être dans le village, et vous connaissez l'histoire, la guerre va s'enliser, c'est le fameux front, vous connaissez, bataille de Verdun et tout ça. Donc, Nach-Paris, non, on n'y va pas en 15 jours, et on va s'enliser dans une guerre qui est sans fin. Alors, on parle parfois que l'histoire peut éclairer le présent, faites le parallèle avec ce qui se passe en Ukraine. Regardez, ça fait 2 ans que Poutine a dit qu'il allait mettre la pâtée aux Ukrainiens, il est dans une guerre qui est là, et c'est une guerre d'usure dans laquelle il va falloir trouver les moyens d'alimenter les armées. Je parle pour Poutine maintenant, vous voyez l'effort de guerre qu'il faut faire. Vous voyez que nous autres, on trouve les moyens d'aider les Ukrainiens, qui sont plutôt des moyens financiers, etc. On a aidé des populations, on envoie des vivres. Bien, les Avésiens vont connaître exactement le même contexte de cette époque-là, une guerre qui s'enlise, et on va essayer de trouver toutes les ressources pour aider l'armée qui est sur le front de Verdun. Et qu'est-ce qui va être évidemment le plus rançonné? Eh bien, ce sont les communes belges, tout le territoire de la Belgique, mais principalement notre région,
qui vont être taillables et corvéables à merci, et puis jusqu'à devoir remplacer les soldats allemands partis au front. Hein. Donc on va voir un peu cette partie-là, ça c'est ce qu'on appelle la déportation. Alors ici, on a beaucoup de documents, donc merci, je pense qu'il nous verra en vidéo, Patrick Bailly, qui traquait tout ça sur les cartes postales, il traquait ça sur les sites allemands. Et alors ici, vous voyez, c'est des Landsturm, c'est un peu plus tard, ils sont là, donc c'est les armées d'occupation. Hein. Ce sont des militaires moins aguerris, probablement moins violents que les premiers. J'ai oublié de vous le dire aussi dans les témoignages, on disait qu'ils ont été rechercher des gens dans les prisons, au tout début. Donc, vraiment la vie de la société pour terroriser les populations et tout ça. Vous voyez ce qui s'est passé en Russie, Wagner qui a été lâché aussi les prisonniers. Et alors ce que les témoignages nous disent, c'est que les Landsturm d'abord étaient un peu plus âgés, on le voit ici. Patrick, qui s'y connaît, dit non, ça c'est des fusils un peu plus vieux, 1800 c'est pas les meilleures armes qui étaient à l'avant. Et donc on va avoir des garnisons qui vont s'installer à B. Et ici, vous ne le reconnaissez probablement pas, le bâtiment n'existe plus, c'était l'école des filles à l'époque, qui est devenu le Pachi maintenant, l'emplacement du Pachi, hein, qui était à un moment la mairie, où certains et certaines d'entre vous se sont mariés. C'est ce qui est noté sur un site bien connu. Donc on les voit, et vous voyez, petite carte postale que Patrick retrouve sur les sites allemands, et ben voilà, c'est un gars qui écrit EAB, il prend une carte EAB, il l'envoie, il dit « Ah, j'étais de faction ici, moi ». Il y avait évidemment, on n'a pas les photos quand ils étaient avec leur lyrique, mais en allemand, il dit « J'étais à cet endroit-là ». Alors dès le moment où les Allemands vont arriver, ils n'ont pas intérêt à ce que la population commence à faire une résistance. Hein. Donc il y a toute une série de mesures qui vont être prises, et on les comprend, c'est de la stratégie. Donc imaginez la gare. Ça devient évidemment vital pour le déplacement des troupes, donc la gare va être gardée, je vais vous montrer des documents, mais on va faire tout pour qu'il n'y ait pas d'attentat. Donc on va réquisitionner des hommes pour aller couper de chaque côté des lignes de chemin de fer, tout ce qui pourrait être pour se camoufler. Vous voyez, s'il y a des genêts, s'il y a quelque chose, c'est découpé. Il y a un soldat tous les 100 mètres qui est installé. Il y a un couvre-feu, vous ne pouvez plus sortir de chez vous comme vous voulez. On installe ce qui s'appelle des Ausweis, des cartes d'identité ou des papiers d'identité. Pour la petite anecdote, c'est celui d'Amédée Cizer qu'il avait gardé. Vous ne le reconnaîtrez pas, mais vous voyez son nom qui est indiqué, Cizer Amédée, qui a d'ailleurs aidé les Français. Il allait les ravitailler quand ils étaient au moulin du Blanc-Caillou. Alors, évidemment, on a pas mal de documents où ils posent, hein, on voit, et vous voyez que c'est des autres armées. Alors là, je vais vous l'agrandir un petit peu. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais vous savez qu'en 1h20, c'est compliqué. Donc ici, ce sont des soldats, et on voit les deux chevaux. Alors je ne sais pas si ça s'est passé comme ça à Baie, mais probablement à Ertry, il y avait ce qu'ils appelaient la remonte des chevaux, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Hein. Les cultivateurs qui avaient du bétail étaient rationnés aussi, on devait donner une partie du bétail, mais les chevaux avaient une importance vitale pour l'armée, puisque c'était principalement le moteur de traction de tout ce qui était canon et tout ça. La mécanisation est arrivée sur la deuxième partie de la guerre. Les chars au début ne sont pas là, les premiers essais de chars c'est à la fin de la guerre. Et donc on réquisitionne les chevaux. Ici on est rue de la Chapelle, près de chez Madame Dumont. Elle est quelque part ici, juste à côté de chez vous, là ici, vous voyez, c'est encore comme ça, je crois, il y a encore une petite arche comme ça. Donc voilà, elle habite ici et c'était là, en face de chez M. Dumont. Voilà. On est là. Alors, vous voyez, ça c'est le document de Jean-Marie Truffaut. J'avais demandé à Jean-Marie, mais il fallait que j'aille rechercher son truc, je l'avais pris sur Internet. Donc ici, on a la descente du Châtelet, et vous voyez bien que le village est occupé. Hein. Il n'y a pas de... Ici, de nouveau, alors, il y a des aviateurs, et Patrick reconnaît les uniformes. Lui, il me dit ça, avec les costumes en cuir, ce sont des chauffeurs. On va le voir après. On est devant chez Madame Zoldin, qui est à la rue Luxembourg. Donc, on va le revoir, regardez, vous allez le comprendre ici. La photo est prise là. Donc ici, on est dans le tournant de la route, dans le quartier de la Creux. La maison ici était démolie, ne cherchez pas, hein, puisqu'on a élargi le carrefour. La station Shell, on a eu beaucoup de documents sur la station Shell, elle était ici. Et voilà, ils occupent les maisons. Donc vous n'avez pas le choix, hein. On rentre chez vous, on vous met dehors. Ils vont occuper le château, la Traperie, le château du Châtelet, le château, si vous lisez dans les cahiers, je ne sais plus lesquels, là, il y a un descendant de M. Nothomb qui raconte comment les Allemands venaient dans le château et comme quoi il avait essayé de cacher des trucs dans la vieille cheminée et tout ça, mais que les Allemands les ont trouvés. Enfin bon, tout le monde se débrouillait comme on pouvait. Et vous voyez, les parades, il y a bien des véhicules. Ici, c'est tout ce qui est Croix-Rouge. Et on voit l'uniforme, et on voit le casque qu'on connaît un peu mieux, qui est encore utilisé en 40. Chauffeur ici. Donc ça, c'est des photos prises à la rue de Luxembourg aussi. Vous voyez encore le fameux poirier qui était sur beaucoup de façades à l'arrière.
d'autres corps. Alors, je vous parlais de la gare tout à l'heure. C'est une photo ici, c'est des chemins de ferristes. Évidemment, on doit être en hiver vu l'uniforme. Et juste en face, c'était l'hôtel Armal il y a quelques années. Donc, chez Lebon, maintenant, c'est toujours eux qui sont propriétaires. Mais évidemment, à l'époque, on est en 1914, regardez, tout était encore plein camp. Hein. Ce n'est pas les Allemands qui l'ont fait, hein, c'était l'hôtel qui était là. Donc, ils occupent les gares, ils occupent les maisons. Ça, c'est chez Marcel Lux qui montre cette photo-là, regarde, et regarde ce qui est noté au dos, il dit le lieutenant Nusterling, commandant de la place de la Villeneuve en 1917, c'était une crapule d'envergure. Ça, c'était je vous laisse juger de la photo. Alors, vous voyez, vous souriez, mais il faut savoir ce que ça a été, cette occupation-là. Alors, quand on dit crapule d'envergure, on rentre chez vous, s'il y avait quelque chose. Marie Mathieu, par exemple, elle raconte que quand on a emmené son frère en déportation, il a eu le malheur de dire « Vive la Belgique ». Les Allemands l'ont entendu. 2 jours après, on est cherché toute la famille Mathieu, je vais vous montrer, c'était près du camp d'aviation, on les amène chez le docteur Schumacher, à la maison du docteur Schumacher, et puis ils sont emprisonnés, et il a fallu que de nouveau Émile Baudru, parce que M. Mathieu était chef pendant une trentaine d'années à la commune, vienne parlementaire allemand pour calmer, pour ne pas que la famille se retrouve déportée ou quoi que ce soit. Donc quand on dit crapule, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. L'ennemi n'est pas là pour sympathiser, il est là pour imposer des choses. Et imaginez-vous dans le contexte maintenant, si nous avions une armée étrangère ici, ça ne se passerait certainement pas mieux. Une photo ici, c'est Patrick, c'est pas abbé, mais ça a eu une importance. Ça a été aussi ce qu'on appelle à Nazareth, un hôpital de campagne, au moment de 14-18 et des premiers combats, mais qui était dans un énorme, il faudrait une fois faire l'historique de ces grands bâtiments-là, les bâtiments des frères Hachi. Il ne reste maintenant qu'une grande salle qui sert de salle des fêtes. Et vous les voyez qui sont là, mais ils ont des képis français. Ils ont fait des prisonniers, vous voyez qu'ils ont le brassard. Donc ils s'installent à tous les niveaux, les Allemands. Hein. Et voilà ici à l'arrière d'un jardin, c'est marqué à Villeneuve, il y a une date. Ça c'est une que j'ai piquée sur Internet. Là encore, dernièrement, Patrick m'a verni celle-là aussi. Alors c'est difficile de dire quelle est la maison AB, mais on est partout. Alors il m'a descendu ça de son grenier, donc je l'ai photographié, vous voyez, c'est intéressant de parler de quelque chose, comme les hélices, on trouve des documents. Ça met de la maison du docteur Courtois. Moi je ne connais pas l'allemand, mais Patrick me dit, lorsque les Allemands revenaient du front, ils occupaient les maisons. Donc il faut vous rendre compte qu'on est à 60 km du front de Verdun, 70, et les troupes souvent au combat, et puis reviennent dans la région pour se reposer. Et là, ça pouvait être jusque 7000 hommes dans les textes de la commune qui revenaient d'un coup et qu'il fallait héberger, qu'il fallait nourrir. Et d'après Patrick, c'est une des pancartes qui était mise sur la maison pour dire qu'elle était réquisitionnée, qu'il pouvait y aller. Marie Mathieu, qui donne ce témoignage-là, qui habitait à côté du champ d'aviation, elle me dit il est marqué sur notre porte 10. Ça voulait dire qu'on pouvait héberger 10 soldats à l'intérieur. Et évidemment, les civils, ils devaient dormir dans la cuisine ou dans le salon, on prenait les chambres. Ils mettaient des lits superposés, et quand les soldats revenaient du front, ils revenaient là. Et les soldats qui revenaient du front, ils revenaient abattus, mais ils revenaient aussi avec les maladies, les poux, les puces, etc. Donc ce sont tous des détails que vous lirez, parce que je ne vais pas tout vous raconter quand j'aurai le temps de sortir la Gazette, mais vous voyez à peu près les difficultés de vivre. Là, on est à Bélaviel, vous voyez, c'est noté, à Bélaviel, c'est les mêmes, mais on est certainement peu après la bataille de Rossignol, puisque alors, je dis triomphe si vous voulez, mais il pose avec des armes prises à l'ennemi, par le casque que vous avez vu tout à l'heure pour les dragons. Et vous voyez le drapeau ici français, donc ils sont installés. Le vélo est peut-être pris même à ces soldats-là. Alors, Patrick est fan de tout ce qui est courrier, etc. Donc, vous voyez, vous avez des cachets qui partaient de la Villeneuve, puisqu'ils vont faire leur propre poste ici. Et ce qui va avoir une petite importance aussi, c'est la gare. Je vais en parler tout à l'heure, puisqu'il va y avoir une exploitation de la forêt, et les Allemands ont créé le quai à bois qui a encore servi pendant longtemps, 3e bois, on ne le voit pas là, hein, pour tout l'acheminement du bois qui vont piquer dans nos forêts. Alors il y avait une expression, on ne la connaît plus maintenant, tu vas finir à la Villa Marguerite, hein, que les anciens avaient encore. Donc la maison existe toujours, vous la connaissez à l'arrière de la gare, hein, donc la route de la gare est ici, la gare est devant nous. Alors la Villa Marguerite a été transformée en prison et on comprend pourquoi, puisqu'elle avait des barreaux. Donc vous aviez toute une intendance qui était organisée par les militaires. Donc vous voyez bien, une surveillance, une série de choses, des soldats un peu partout.
les réquisitions. On devait tout déclarer, nous disaient les fermiers. Donc si vous aviez autant d'hectares de terre, si vous aviez autant de pommes de terre, si vous aviez les turbines étaient plombées pour qu'ils ne puissent pas turbiner. Ils devaient aller turbiner à la laiterie Bautru de Luxembourg. Et donc là, c'était surveillé. Donc on va vivre vraiment pendant 4 années sous le joug des Allemands. Et ce sera même plus problématique parce que nous allons être une zone d'étape. Donc ce que les Allemands vont appeler une zone d'étape, ils vont faire une frontière à l'intérieur de la Belgique. Et la zone d'étape, c'est l'arrière du front, si vous voulez. Stratégiquement, on n'a pas intérêt à ce que ça ne soit pas mieux surveillé, puisque c'est une zone tampon dedans. Et donc, les libertés vont être encore plus restrictives ici sur Abé. Et comme on est à la frontière de l'Ardenne, je pense que peut-être géographiquement ça a joué, mais il y avait une frontière pour aller à Henriet, il y avait une frontière pour aller du côté de l'Astert, et elle était surveillée. Ceux qui y passaient pouvaient risquer leur vie, et il y a une femme de Abé, je n'ai plus le nom en tête, mais qui a été tuée. Donc on l'a vu qui passait, un soldat allemand, c'est dans le témoignage de Marie Mathieu, elle se rappelait son nom, elle était tuée. Il y en a qui prenaient le risque de venir d'Astert et tout ça, puisque c'est installé à un moment donné le marché noir, et eux pouvaient amener, encore ils étaient moins réquisitionnés, donc ils amenaient des choses, et ils étaient en contact avec le Grand-Duché de Luxembourg, où on avait besoin de pétrole. Il faut bien vous rendre compte de ce que c'est d'être en période de guerre, mais c'est facile, dans l'actualité, vous la voyez. Hein. Pensez à la bande de Gaza, regardez ce qui se passe là-bas, pour les médicaments, je ne sais pas, moi j'ai un bébé, ma fille a un bébé, je pense tout le temps à un petit bébé qui est là-bas, le lait, tout ce qu'il faut, etc. Il n'y a rien, l'approvisionnement. Donc ça permet, je sais bien que je parle beaucoup, mais ça permet de comprendre un petit peu ce que c'est vraiment une période de guerre, ce que c'est des restrictions, et ce qu'ont connu, même en étant un peu privilégié puisqu'on pouvait encore produire, on avait encore son cochon et ce petit élevage, bien, ce qu'ont connu les Abésiens pendant cette période-là sous le joug allemand. Et vous allez voir, ça va continuer. Alors, si j'arrive à sortir, non, je ne sors pas, je vais le faire comme ça. Voilà. Ça va continuer parce qu'ils vont vraiment exploiter tout ce qui est possible dans le village. Mais avant ça, je vous ai parlé de solidarité tout à l'heure. Vous vous rappelez, les relations familiales, etc., qui étaient facilitées. Je remets ici de nouveau à l'honneur le rosaire, parce que le bâtiment, sa fonction première, en août 14, vous avez vu que c'était un hôpital. Une fois que les combats sont terminés, le bâtiment va être transformé en un autre bâtiment solidaire. Voilà, ici Amélie de Peters, ici. Donc la fille baron de Peters, elle est ici avec son attelage. On n'est pas pendant la guerre, hein, si c'est encore vraiment. Donc vous connaissez la fonction, enfin peut-être pas, pardon, la fonction première de ce bâtiment-là, qui s'appelle le rosaire, c'était pour héberger le patro qu'elle avait créé, patro catholique. Il y avait le patro libéral à l'émulation ici à quelques mètres. Et là, c'était le patro catholique avec les sœurs de Abbé. Et elle faisait déjà des activités de couture. Et pendant la guerre, voilà, on va vraiment avoir une organisation qui va se faire. Au tout début de la guerre, vous savez que les États-Unis n'étaient pas en guerre. Et ils vont avoir la même attitude que nous, on peut avoir par rapport à l'Ukraine. On va envoyer des livres, on va envoyer des vêtements, on va envoyer des choses. Et donc, ça va permettre à une partie de la population d'avoir des livres particuliers, du riz, des denrées non périssables à l'époque, hein, qui arrivaient, mais aussi énormément de vêtements. On ferait la même chose maintenant. Donc, voilà. Et vous voyez l'intérieur du rosaire ici. Alors, elle est en plein dans le jour ici, mais vous voyez Amélie de Peters. Et vous voyez que cette dame a réussi à mobiliser beaucoup de femmes, puisque c'est la couture. Vous reconnaissez les machines Singer ici, à l'avant. Et donc, et vous voyez tous les ballots qui étaient là. Et ça a permis, évidemment, pour les plus jeunes, pour les enfants, puisqu'on avait un blocus, nous ici, il n'y avait rien qui pouvait entrer ou sortir. Eh bien, les Allemands toléraient que les vivres viennent des États-Unis et aussi des vêtements, parce que ça leur permettait de ne pas devoir subvenir aux besoins de la population. Voilà, ce n'est pas vraiment des mécènes, les Allemands de ce côté-là. Donc ici, on revoit tout le groupe qui travaillait là. Vous voyez la personne au centre, Amélie de Peters. Moi, j'avais des noms de famille, mais c'est bien des familles de Abbé qui sont là. Et voilà Amélie de Peters. J'avais retrouvé ce document-là sur Internet aussi. C'est formidable de faire de l'histoire maintenant. Hein. Vous qui l'avez connue et aimée, souvenez-vous, devant Dieu, la baronne Marie-Amélie de Peters, médaillée de la reine Elisabeth de Belgique, chevalier de la Légion d'honneur. On en a eu deux, Abbé, Émile Baudru, chevalier de la Légion d'honneur, et Amélie de Peters pour les services rendus à l'armée française en 1914. Elle s'est retrouvée directrice et animatrice, donc elle a continué son travail dans tout ce qui est solidarité franco-britannique de Sydri, où elle servit de 1919 jusqu'à sa mort le 21 février 1960. Je les ai contactés pour avoir des renseignements, mais je n'ai pas eu de réponse. Et vous voyez, on retrouve des documents. On voit bien un magasin central de tissus à Villeneuve. J'ai mal cadré la photo.
avec une belle écriture, si ça se trouve, c'est celle d'Amélie de Peters. On les revoit ici, ça permet de revoir le beau parc qui était le Rosel, hein. Vous voyez quand ça a été fait, c'était quand même quelque chose d'attractif, et n'oublions pas que c'est du mécénat, hein. C'est sorti de l'argent d'Amélie, hein, qui a payé tout cela. Alors pendant la guerre, eh bien, je vous ai parlé de la pomme de terre tout à l'heure, l'importance, on va voir évidemment que cette denrée-là avait un rôle essentiel. Alors c'est une photo où on pose ici, on est dans les prés de Joly, hein, la propriété de M. Baudru, et voilà Émile Baudru qui pose ici pour l'occasion. On voit les dames qui sont en train de relever les pommes de terre, on est en 1916 là, mais vous voyez bien que notre photo, les pommes de terre, ce n'est pas que pour la population, elles sont rationnées. Et c'est une photo où vous voyez que le visage de l'Allemand, on a pris soin de prendre une aiguille et bien de lui piquer la figure. Il n'était pas aimé, évidemment, à l'époque. Là, vous voyez les réquisitionnés pour les pommes de terre en 1917-1918. Alors, la solidarité avec le peuple américain, on a quelques documents qui nous le montrent. Je l'avais déjà mis sur le site, la page Facebook. Mais on est ici devant la maison d'Achy, qui était une grosse brasserie, c'était des magasins. Actuellement, c'est quand vous descendez la rue Émile Baudru, c'est la maison Schoenberg-Huguette-Dupont. Elle est en retrait. Ils ont fait une fenêtre dans la porte de Grange. Ça a été longtemps la maison de Madame Grévis, hein, qui tenait la boulangerie de Matais. Pardon pour tous ceux qui ne suivent pas tout ça, mais voilà, pour les vieux Alésiens, vous vous y retrouvez. Vous voyez, c'était des camions entiers qui amenaient, vous voyez, Comité de secours et d'alimentation du Luxembourg, Commission for Relief of Belgium en anglais, et vous aviez la population qui était là, et vous voyez les petits-enfants qui parlent ici avec les beaux habits. Je suis à peu près certain que c'est ça, hein, c'est le type d'habits qu'on pouvait avoir. Alors les enfants ont beaucoup souffert de cette période-là, et pour eux, on avait créé une série de choses, notamment la soupe populaire. Pour les indigents, là, moi, j'appelle toujours cette maison-là maison lainière. Quand vous descendez vers le Châtelet, vous avez la maison de Philippe Salmon, là, vous voyez à peu près, et juste à côté, la grande propriété qui est toujours une maison de maître de Forges, il y a la date qui est ancrée, c'est cette maison-là, et elle servait à toute l'intendance, et c'est là aussi que se tenait toute l'administration et la comptabilité pour distribuer la soupe. Ici, pour ceux que ça intéresse, c'est le grand-père de Pierrot Choquert, ici, Christian Snowvenet, voilà. Et ici, c'est Masséna Galois, le fils du photographe. Pour la petite histoire, le photographe a appelé ses 4 fils dans le nom d'un général de l'empereur. Donc, les voilà ici. Ici, il y a un fils Baudru qui est là devant. Masséna Galois est ici. Constantin Saunier, j'ai les noms quelque part. Et ça, je crois que ce fut le secrétaire, M. Chardon, le secrétaire communal à un moment donné. Et vous voyez les conditions de soupe de guerre, ici. Et puis vous voyez les assiettes, et puis les louches. Je ne sais pas si on les porte encore. Et de nouveaux panneaux, ce qu'on a vu sur les camions. Donc voilà, à l'époque, pour pouvoir venir en aide, je vous ai dit que c'est très compliqué, et ça va être de plus en plus dur au fur et à mesure que la guerre va avancer, c'est-à-dire que la population va souffrir, on va venir réquisitionner tout. Les Allemands, à un moment donné, n'avaient plus de cuivre, ils rentraient dans les maisons. Et de Montgarand raconte qu'on est venu chercher les trucs de la cuisine. La cuisinière, les poules, là, ils pouvaient vous prendre les charnières de porte, tout y passait, ils rentraient dans votre maison, et ils prenaient tout ce qui était métallique, ils prenaient la laine. À un moment donné, on a dû tisser avec des fils d'ortie pour pouvoir faire un ersatz de laine, etc. Donc la soupe populaire témoignait vraiment d'un besoin, mais d'une forme de solidarité qui était importante aussi à l'époque. Et revoilà ce groupe qui s'occupait de cela pendant plusieurs années, qui sont venus vraiment en aide à la population. J'espère que je ne suis pas trop long, je pense que ça ira. C'est pas voir ça. Alors, autre point qui est important, ici, voilà. Je vous ai parlé des carrières tout à l'heure, et je vous ai parlé de la population ouvrière de la baie. Imaginez-vous bien que quand la guerre arrive, nos ouvriers qui allaient travailler, ça est resté longtemps après la guerre, mais pendant la guerre qui allaient travailler dans les usines, alors il y avait à Lanzy un TU et il y avait la frontière française. La frontière française s'est fermée directement, et les ouvriers, les Allemands avaient intérêt à casser, ils ont même démonté des usines concurrentes des usines de la Roure, etc. Donc plus personne ne peut travailler. Vous avez une centaine d'ouvriers à Abbé qui ne peuvent plus travailler. Et moi je pense, quand je me pose des questions en me disant mais comment se fait-il qu'on dit dans les livres que le village de Abbé-les-Neufs a donné le plus de déportés dans la région, plus de 110, eh bien c'est justement ces ouvriers-là qui sont restés sans travail, qui vont être instrumentalisés par les Allemands pour être envoyés en déportation. C'est un des arguments qu'on peut avoir.
Et il y a une dame qui a fait une étude là-dessus, notamment sur les monuments aux morts après la guerre, où elle faisait une recherche de voir si nos morts qui sont inscrits sur le monument étaient seulement considérés importants s'ils avaient fait la guerre, donc s'ils étaient morts au combat. Pour Abbé-la-Neuve, on a mis les morts au combat, mais on a mis aussi les morts en déportation, en sachant que malheureusement certains sont morts des conséquences après. Mais dans certains villages, le monument aux morts, ce n'est que les morts au combat. Le soldat inconnu, vous connaissez. Eh bien ici, je vous ai parlé des carrières tout à l'heure de Abbé, vous allez voir qu'elles vont jouer un rôle important. Nous voilà ici en guerre. Donc nous sommes le 22 du 8 en 1915. Le photographe Gavois va suivre un peu ce que font tous ces ouvriers chômeurs. Donc je vous ai dit qu'il y en avait plus d'une centaine à Abbé. Et la commune se retrouve avec des gens sans travail, mais qui ont besoin d'argent. Elle va faire des emprunts. Elle va emprunter à des particuliers, des sommes importantes à l'époque, à 18 000 euros, 40 000 francs. Et ça sera pour donner 1,50 franc à 2 francs par jour à une centaine d'ouvriers. Et notre village, vous allez voir, porte les stigmates ou les marques de ce qu'ont fait ces gens-là pendant la fin de l'année 14 et 1915. Ici, c'est compliqué de reconnaître l'endroit, c'est la rue des Mineurs. Quand on vient de la rue Émile Baudru et qu'on prend à droite et qu'on monte, on vient ici, et on montait la rue des Mineurs, qui à l'époque était encore une bouille avec agricole. Ici, on les voit qui travaillent à la ruelle de Roi de Pique. Donc, ce qu'on appelle la ruelle de Roi de Pique, vous descendez la rigole, et vous regardez à droite, il y a une ruelle très pentue qui est là. Il y a toujours le jardin, et là, je ne sais plus si le mur est là, et puis voilà. On a les noms, hein. Je crois que c'est famille avec toi, et moi aussi, ça va dans le tas. C'est qui? C'est ton père, ben voilà. Papa a été réquisitionné. Ça, c'est Constant Robert, le père de la Mariette. Robert, oui. Je ne vais pas épiloguer sur les noms, mais vous voyez. Et alors, c'est un métier rude, hein, le casseur de cailloux. Il n'a rien à faire, c'est un métier qui est tout manuel, et vous voyez qu'ils ont évidemment la technique, hein, ils ont pour remettre tout de niveau. Ils sont en train de travailler. Et alors quelque chose qu'on ne connaît peut-être pas, je parlais des stigmates de la guerre. Donc voilà la rue d'Auschwitz, que vous connaissez. On est dans la descente de la rue d'Auschwitz ici. Et avant, il n'y avait aucun mur de soutènement qui était fait. Et ce travail-là a été fait par les ouvriers réquisitionnés en 1915. Vous voyez le type d'habitation. J'ai toujours bien aimé cette petite habitation qui était propriété du petit parapluie, qui fabriquait des parapluies. Il était tout seul, donc c'est bien des maisons ouvrières. Et voilà, si vous passez le long des murs maintenant, donc le premier, le très grand, la deuxième quand on descend la rigole, ils avaient laissé des pierres. J'aurais dû faire les photos, je n'ai pas pensé, il y a 30 ans, ça aurait été plus lisible, où on voyait que c'était noté que ça avait été fait par des ouvriers chômeurs pendant la guerre. Il y a 2 pierres, si vous redescendez, vous regardez un peu. Évidemment, tout ça n'est plus vraiment entretenu, mais elles sont là. Et Patrick Bailly, lui, en a récupéré une de Rulle, vous voyez, 1915, et c'est de nouveau marqué Comité de secours et d'alimentation du Luxembourg, puisque c'était aussi une façon de payer les ouvriers. Autre stigmate, enfin autre chose qui existe dans notre village et qui a été fait par les ouvriers, vous reconnaissez plutôt l'endroit, c'est près de chez vous, Madame Hubert, vous habitez ici maintenant, le moulin est là. Donc nous avons le quartier d'Yvonne, hein, le quartier de la colline, mais si vous regardez, vous ne voyez pas le chemin qui va à la rue, au champ de tir. Eh bien ça, ce sont les ouvriers qui ont ouvert le chemin ici. Là, j'ai 2-3 renseignements que je vous les dis, puisque j'ai pris le temps de faire une photocopie tout à l'heure. Donc, ce qui a été fait par tous ces hommes de Abbé qui étaient réquisitionnés. Donc, le 29 du 10 1915, c'est l'extrait des délibérations du conseil communal de Abbé. Il y a la décision de construire un chemin allant vers la Lune et d'exploiter une carrière de grès près de ce chemin afin de donner du travail aux nombreux chômeurs du village. Le stand de tir est installé dans une carrière, et un peu avant, vous voyez qu'il y a une carrière, ça servait aussi aux routes, et rappelez-vous, pour la construction de l'église. Approbation, la date, le 16 janvier 1916, approbation des plans et devis concernant les chemins de la Courtière, du Trafo, des Champs-Gillot, des Mineurs et de la Croix de la Femme. Un peu plus tard, le 19 du 3 1916, réfection du chemin desservant les ailes situées au Champs-Gillot et la rue sur la rue, demande d'un emprunt de 6 000 € pour pouvoir le financer. Le 9 du 4 1916, demande d'autorisation d'installer l'électricité dans l'église d'Abbé-la-Neuve par M. Bonhomme, rappelez-vous, à la conférence. Donc ce que les Allemands nous auront amené aussi, on va le voir avec le champ d'aviation, c'est des techniques modernes, notamment l'électricité, ils vont en avoir besoin. Dans les petites choses à savoir, le sapin de Noël, c'est eux qui nous ont amené ça. Le premier sapin de Noël qu'a vu Edmond Garand, c'était fait par les Allemands et c'était ici. Le fait de recouvrir les fumiers avec des branches de sapin,
Vous voyez, c'était parce que l'hygiène était fort important, les épidémies et tout ça. Pour la petite anecdote, pour comprendre comment pouvaient réagir les Allemands, Fernand Mathieu, qui habitait là où est maintenant le garage Ponsard, vous voyez, qui va être démoli dans cet endroit-là, la grosse ferme qui était là, les Allemands obligent à mettre des branches de sapin, ils mettaient une sapinière, et alors ils viennent le lendemain, et le grand frère de Fernand dit il ne l'avait pas fait, les Allemands disent oui, mais vous deviez mettre une sapinière. Il dit on a mis les graines, on attend que ça pousse. Ça a été suffisant pour qu'ils se fassent déporter. Donc ils sont venus réquisitionner après, ils vont déporter. Donc vous voyez que, alors nous ça nous a fait sourire évidemment, il y a pas mal d'anecdotes. Alors les Allemands, ce qu'ils vont surtout exploiter, c'est nos forêts. Ça va être important. Alors vous vous doutez bien qu'il y a une partie qui va aller sur le front. Donc involontairement la forêt d'Orlier, il y a une grosse partie des bois qui vont servir pour les tranchées. On le voit ici, vous reconnaissez probablement la route d'Orlier. Donc vous voyez, et il y a de la mécanisation, hein, là on voit bien le gros tracteur qui est là, les ouvriers de AB qui sont réquisitionnés, et vous voyez, ils ont carrément des quais, c'est des choses énormes qui vont être envoyées, c'est pas simplement quelques petits morceaux de bois. Et encore une autre photo de ces fameux tracteurs, et vous voyez le parallèle, donc le cheval à côté qui est encore important, et je vous montre la photo. Donc on ne voit pas encore le quai à bois, hein, mais les Allemands vont avoir, c'est pour ça que c'est important à Villeneuve, il y avait une gare, donc on va pouvoir amener et envoyer tout cela. Vous avez même des cachets d'après Patrick pour tout ce qui était bois. Je vous montre encore une photo parce que ça m'avait étonné cette photo-là. Vous voyez le Sporting Club, donc le club de football de AB en 1916. Donc quand j'interviewais les personnes âgées, on a bien vu que la période était difficile, mais il y avait quand même la possibilité de se changer les idées. Donc on jouait encore au football à l'époque, hein, il y avait des terrains, alors il y avait des terrains côté catholique et des terrains qui étaient encore côté libéral, donc là ça fonctionnait. Mais ils ont aussi organisé ce qui était fort important à l'époque, comme on avait maintenant, des dramatiques, c'est-à-dire du théâtre. Et l'argent qui était donné à ça a servi notamment à envoyer des vivres aux déportés, puisqu'on va parler un peu de la déportation. Ça va, vous me suivez toujours? On continue. Alors, justement, la déportation. Il y a eu deux déportations. Il y a une première déportation qui s'est déroulée en décembre 1916. Alors, comment est-ce que ça se passait? On arrivait dans les maisons, tous les hommes valides de 17 à 55 ans étaient censés être déportés. Ils devaient se rendre, pour nous autres, à la gare à Marbehan, et pour les familles, vous vous rendez compte, on vous parle de déportation, on vous enlève 2 bras en plus qui ne sont plus là pour vous aider, et c'est une main-d'œuvre qui va remplacer les Allemands qui sont au front. Hein. Vous connaissez l'évolution, ça a été la même chose en 1940, d'abord des plus jeunes, etc., enfin, pas des très jeunes, hein. D'abord l'armée qui est l'armée de métier, puis à un moment donné, comme Poutine fait, hein, il va rechercher soit la jeunesse, soit des personnes plus âgées. Et donc, s'il n'y a plus de bras en Allemagne, et si on veut que l'industrie continue à fonctionner et que tout, on va déporter la population belge. Là, c'est toute la Belgique qui va subir la déportation en décembre. Là, ce sont des documents, encore merci à la famille Thierry, puisque M. Thierry a fait des expositions sur 14-18 et avait gardé des documents qui viennent de ton grand-père, Albert, qui a été au camp à Solto, ici, et vous voyez. Alors, ça, ces images-là nous vous renvoient évidemment au génocide juif, au camp qui avait, au Switch qu'on connaît, mais vous voyez, ça, c'est ce qu'ont subi les Belges, les civils belges, en 1916, 1917. Tous les documents nous montrent que la religion a évidemment un rôle important. Il y a des prêtres qui ont été là-bas. Et ici, on a eu l'abbé Léopold Servet, je vous en ai parlé un peu pour l'Église, qui a joué un rôle important, qui a été déporté et qui a été décoré. Madame Legrand est dans la salle. Ça explique les médailles que je me demandais pourquoi ce curé-là a autant de médailles sur la poitrine, la photo que vous m'avez apportée. Mais voilà. Donc ça, c'est pas l'abbé Servet, hein, mais pour vous dire. Et alors, pourquoi fallait-il évidemment des prêtres et tout ça? Vous voyez encore, là, c'est en plein hiver. Alors ils envoyaient des courriers, et ici c'est quelqu'un qui a joué un rôle important par la suite à AB, c'est Joseph Brasseur. Joseph Brasseur a été déporté à Solto aussi, il a envoyé des cartes à sa famille, on a retrouvé une carte qu'il a envoyée ici, j'allais dire Margot, là, je ne sais plus son nom de famille, enfin la famille là, mais ça je l'ai envoyé à Bruxelles à son neveu, et par la suite
ensuite, lui est devenu président des anciens prisonniers. Vous connaissez peut-être sa biographie, hein, et puis il est devenu bourgmestre après la guerre. Et c'est grâce à eux qu'on a un peu des documents sur les conditions de détention là-bas qui ont été très compliquées. Vous voyez le nombre de croix, ça veut dire que si vous travailliez pour l'ennemi, vous aviez droit à une alimentation particulière. Si vous refusiez de travailler, vous risquiez d'abord d'être tué. Hein. Et ici, alors je ne sais pas si c'est tué par une balle ou pas, mais donc les conditions qui ont été celles de nos civils, et je vous ai dit abbés, ils étaient très nombreux. Qu'est-ce que les Allemands ont fait? Ils ont commencé à faire le tri au niveau des hommes de 17 à 55 ans, quand ils étaient à Marbeurre. Si vous étiez agriculteur, vous ne partiez pas parce qu'il fallait continuer à travailler à abbé. Si vous étiez ouvrier, il y avait beaucoup d'ouvriers. Si vous étiez chômeur, en plus, il y avait beaucoup de chômeurs. Eh bien, là, vous n'aviez pas le choix. Et de nouveau, Émile Baudru, qui se trouvait à Marbehan, a sauvé plus d'une personne, et l'a sauvé notamment, elle a toujours remercié le frère de Marie Mathieu, parce qu'il avait déjà un enfant qui avait été tué. Et puis aussi, c'est pas famille, Fernand Mathieu, son frère, a été sauvé aussi, parce qu'ils allaient chaque fois parlementer. Donc c'est un déchirement pour les familles de voir leurs membres. Donc ça pouvait être un fils, un frère ou un père, hein, ça dépendait de l'âge qu'il était, partir en déportation. Par chance, le cardinal Mercier va alerter l'opinion publique et on va ramener une grande partie des déportés de 1916. Par malchance, notre commune, qui était sur une zone d'État, va connaître une deuxième déportation. Donc le reste de la Belgique pas, mais la commune de Abbé, le village de Abbé, une partie de la Gaume, qui faisait partie de la zone d'État. Donc ils reviennent et ils sont redéportés, mais cette fois-ci sur le front. Ils vont aller du côté de Montmédy et ils vont être, ça c'est toi qui me l'avais remis, Raymond, tu vois, ça se met dans ce contexte-là. Et donc déportés belges 1916-17 en Lorraine, au front, vous voyez, c'est noté. Et on les voit, il y a beaucoup de photos là où on les voit en région française, parce qu'ils vont y rester quelque temps. Il y a des communications, il y a les colis du prisonnier. Vous voyez qu'ils sont encadrés par les plus jeunes soldats. Et ils vont se retrouver, voilà, à devoir faire des routes, à casser la pierre. Donc beaucoup qui travaillaient probablement dans les carrières ici ou là-bas. Là, il y a 4 personnes de Abbé-la-Vieille, j'ai les noms quelque part. Et ici, on a dans la région de France, je n'ai plus en tête, mais près de Montmédy. Et voilà, ils sont occupés à extraire de la pierre des carrières parce que l'aviation va entrer en ligne de compte dans ces années-là et il va y avoir des bombardements et on bombarde quoi? Des routes. C'est évidemment des axes et aussi le chemin de fer. Voilà une photo où on voit des civils de l'abbaye qui ont été embarqués. Et là, vous ne reconnaissez peut-être pas, mais c'est Marcel Laurent, le papa de Marcel Laurent, qui avait le magasin ici en face. Donc, déportation, occupation, privation, ce n'est pas le plus facile et ça va encore s'accentuer. Parce que, à partir d'un moment, l'aviation va jouer un rôle qui est beaucoup plus important et pas simplement un rôle d'observation, de découverte, de prospection. L'avion va se révéler évidemment comme un ange à guerre vraiment important. Et donc l'utilisation de l'avion va s'accroître tout au cours de la guerre 1914-1918 et beaucoup plus sur la fin. Et je vous ai dit, on a eu la chance d'avoir chez Mademoiselle Millet des aviateurs français, je vous montrerai les photos bientôt, qui ont été hébergés, qui ont laissé des documents. Ici, c'est Jean-Claude Delay, Jean-Claude Delay, qui a fait un énorme travail. Il était dans les archives de l'armée française à Vincennes, il avait retrouvé ce document-là. Alors, je vous le situe. Je vais mettre un peu plus de temps, si vous le voulez bien, sur ce qui nous intéresse là, c'est le fameux parc d'aviation. Donc voilà une photo aérienne qui a été prise, vous voyez, en 18, au moment où il y a deux choses. Il y a le camp d'aviation, qui est arrivé en 16 ici, je vais vous donner tous les détails, donc, et les hangars ici. Alors, pour vous situer, vous voyez, nous avons une longue ligne droite. Vous reconnaissez certainement la rue de la Gare. Ce n'est pas des rails, c'est une avenue, l'avenue de la Gare, il y avait des arbres qui l'abordaient partout. C'est une ligne droite, c'est une route récente, donc qui a été faite en 1840, si je ne dis pas de bêtises, et vous retrouvez la même ligne droite, puisqu'elle va jusqu'à la commune du Bois des Pendus. Vous avez une voiture, vous pouvez rouler droit à la sortie de la baie et à l'entrée de l'Instert. Donc vous avez ici la rue de la Gare, vous avez la gare ici, vous avez la rue du Vivier. Le Vivier est ici maintenant, c'était les sœurs. Et on commence à voir, c'est ce qui nous avait interpellé avec Benoît Albardier, puisqu'on faisait de l'archéologie, une grande ville gallo-romaine, oui, mais ce n'était pas une ville gallo-romaine ici. Donc on voit les traces des avions. On voit ici
ici le carrefour de la rue de Ravieri. Donc voilà la route Abbé la Neuve à Bélavieille. Voilà. Donc voyez encore ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, tous les champs importants. On a ici le village de Abbé la Vieille. Et ici, c'est ce qui va nous intéresser, une énorme structure qui est la structure des ateliers de montage. Donc on a eu deux choses, si vous voulez, sur Abbé la Neuve. On a d'abord eu un terrain d'aviation qui est venu s'installer en premier, avec des hangars, et puis à partir de décembre 17, on va voir arriver les usines de montage. Alors ici, vous voyez une carte qui vous montre la sortie de Abbé vers Abbé la Vieille. Donc c'est la rue de la Libération ici. Voilà. Vous reconnaissez la rue Joseph Brasseur, justement, ici. Là, c'était l'immeuble Moreau. M. Moreau, c'est l'appartement maintenant, c'était Photostar, il y a marié il y a quelque temps. Et vous ne voyez pas la maison Mathieu, des sœurs Mathieu, Marie et Jeanne, parce qu'elle n'était pas encore construite à l'époque, elle a été construite, je crois, en 7 ou en 10. Voilà une photo qui nous la montre. Vous voyez, c'était matériaux de construction et charbon. Gérard, ton papa, est ici. Je le connais, la tante Marie est là à côté, c'est toute la famille. Donc, cette maison-là va se retrouver juste à côté du terrain d'aviation et j'avais été interviewé, Marie ici, qui m'a donné des renseignements précieux pour comprendre ce qu'il y avait. Donc, la maison est construite, mais vous voyez, il y a une tache noire, pas de chance, on ne la voit pas. Donc ça, c'est une photo qui doit dater de 1916. Merci Christian d'avoir mis des gens, puisque c'est un nom précieux, il met les noms, il met plein de choses. Donc, on s'y retrouve. Voilà la rue de la Gare. Vous voyez la rue de la Vieille, la descente vers la Traperie, et on voit ici apparaître les petits coucous. Mais voilà, des biplans qui sont ici, et la gare. Et donc, c'est à partir de ça que les avions vont arriver et vont décoller. La particularité de Abbé, je vous dis que c'était à la fois un terrain d'aviation, une usine de montage, mais c'est aussi une école. Parce qu'il faut écoler évidemment les pilotes. Les avions, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Bien, automatiquement, tout le monde n'est pas aviateur du jour au lendemain. Et donc, il va y avoir un écolage là. Il y a encore une autre photo qui nous permet. C'est toutes les photos prises en même temps. Donc, Saint-Aubin, la rue. Maintenant, on va arriver à des choses un peu plus précises. Voilà. On voit toujours les trois petits coucous, les endroits où ils doivent atterrir, et on voit qu'ils avaient déjà installé ici des premiers hangars. C'était probablement du stockage. Les avions étaient remisés là. Mais les témoignages nous montrent, et on voit encore une autre photo ici aérienne. Château de la Traperie ici, la rue de Ravieri quand on arrive, dans Abbé la Vieille, la maison Cornet ici, vous connaissez, les gens de Abbé la Vieille, la grosse maison de l'Antoine. Et vous voyez qu'ils avaient des baraquements sur Abbé la Vieille aussi. Ici, à l'arrière de chez Richard Clément, ici, il y a un grand baraquement. Il y avait des dynamos, il y avait du matériel, il y avait de l'électricité, il y avait des gardes. Pour l'électricité, quand on a grandi la photo, on voit, je vous ai dit qu'ils avaient installé l'électricité chez Bonhomme et à Bologne. Également, la Traperie, la force hydraulique, vous voyez, les grandes cascades, c'est avec ça qu'on pouvait, ils avaient des moteurs aussi, bien sûr. Mais vous voyez, on voit bien la ligne électrique qui est là et qui va descendre vers la Traperie. Il y a aussi des cartes postales envoyées de la Traperie où les Allemands racontent comment ils séjournaient ici. Vous voyez, les bâtiments, à force d'agrandir, on perd un peu de qualité. Donc ça, c'est ce qui arrive en 1916. Patrick Bailly a encore des photos à retrouver en Allemagne qui sont prises du terrain de Abbé, et c'est les petits coucous qui vont s'envoler. Nos amis abésiens, ils vont assister à beaucoup d'accidents, puisque c'est le début de l'aviation, les pilotes ne sont pas aguerris, il y a des avions qui sont tombés aux abords, notamment juste en face de chez Marie Mathieu, là il y a un avion qui est venu s'aider sans castrer là, maintenant il y a la petite ruelle qui rejoint les deux, je vais vous en parler. On a des avions qui sont tombés à l'étang de Bologne, et que le beau-père d'Albert connaissait, M. Guarin, et on a ici quelqu'un qui l'a récupéré, un moteur, Robert Meyer, il doit avoir un moteur d'avion quelque part, qui était tombé dans l'étang de Bologne. Voilà, c'est des petits coucous, ce sont des biplans avec, là on ne voit pas bien, mais quelqu'un a récupéré aussi une pièce là. Voilà. Alors, ici on voit des gens de la rue de la Libération, cette famille avec toi, Raymond, ici vraisemblablement, mais qui pose sur un petit coucou. Alors je vous invite à regarder l'hélice. Vous voyez, voilà. Alors c'est pas celle-là, ça m'étonnerait, c'est jamais un coup de chance, mais ça vous permet d'avoir des dimensions. Allez la regarder après, c'est en bois, c'est magnifiquement fait. Et vous voyez que l'avion a été accidenté. Donc les gens du coin ont été là témérairement parce que tout était gardé, vous ne pouviez pas vous installer. Donc voilà la photo où on voit des
des hélices qui ont été récupérées. Et M. Thierry, qui avait retrouvé dans la maison Gilet, apparemment près de la gare, près de la rue de la Gare, eh bien, il y avait ici encore des boîtes qui marquaient les pièces qui étaient amenées à AB, dont je vais vous parler. Beaucoup de photos de ces aviateurs, et on faisait partie de la 5e armée Pflug 5, qu'on va retrouver à plein d'endroits. Voilà d'autres. Les cachets, vous voyez, armée Pflug, parc 5, c'était le parc de AB. Des boucles de ceinture qui ne sont pas liées à AB, c'est Patrick les collectionne, mais vous voyez, chaque corps d'armée a ces petits insignes. Donc là, on voit les ailes pour les aviateurs. Et voilà la photo qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce terrain d'aviation. C'est celle que j'ai retrouvée heureusement après 30 ans et que j'ai pu faire scanner aux archives à Arlon où ils ont quand même du bon matériel. Vous reconnaissez l'endroit. Donc on a on a une vue aérienne qui est prise sur les hauteurs. On voit la rue Neuchâteau ici. Voilà. Ici, les propriétés de Jean-Louis Moreau maintenant, que je dois remercier aussi puisqu'il nous donne souvent beaucoup de coups de main. Et on voit les structures qui sont ici. Donc ce sont les fameux ateliers de montage. C'est pas ici qu'étaient construites les pièces. Les pièces étaient construites en Allemagne. On les amenait à la rue de la Gare, et puis par Charrois, elles arrivaient à Villeneuve. Et comme ils ne savaient pas passer avec leur chariot le tournant de la rue Brasseur, je vais toujours vite, vous me suivez, donc vous arrivez à la rue de la Gare, et on devait faire une espèce d'épingle à cheveux pour passer la rue Brasseur et rejoindre la rue de la Libération, appelée comme ça maintenant. Ils ont créé le tout petit tronçon de route qui se trouve entre la rue de la Libération et la rue de la Gare, qui est toujours là maintenant, qui était privé et qui a été racheté par la commune d'ailleurs dans les années 40, 50. Donc ça, c'est encore une création des Allemands pour pouvoir arriver directement, amener toutes les pièces ici, et vous voyez la taille, hein, les caisses et tout était là. Alors, hop, voilà, on revoit la Sainte Famille ici, qui était la maison Hauss à l'époque. Alors vous voyez, il y a des petits détails, et ici, c'était un endroit où ils pouvaient tirer. On me raconte qu'il y avait des avions qui fonçaient et qui mitraillaient dans ce cas-là. Donc, vous voyez, pour apprendre à tirer, mais ils avaient également des mitrailleuses qu'ils essayaient. Donc, on voit qu'il y a ici, c'est creusé dans la terre, à mon avis, pour ne pas que les balles partent et blessent quelqu'un. Donc, on avait une tranchée, vous avez un grand bâtiment ici, vous en avez un autre là, vous voyez. Alors, je crois que j'ai un agrandissement. Voilà, ici, vous allez voir un peu mieux. On a la maison de Marie Mathieu ici, et je vous ai montré Charbon tout tantôt, vous avez vu, hein, donc les granges qui ont encore existé, ce sont des appartements maintenant. Et vous avez ici un mirador. C'est une zone de guerre, hein. Donc les Arlésiens, à part ceux qui travaillent, ne peuvent pas. La route entre Villeneuve et Abbe-la-Vieille est coupée. Et d'après Marie Mathieu, vous avez même un chemin ici, quelque part. Je ne le vois pas sur la photo, j'ai du mal à suivre, parce que 30 ans après, quand je réécoute son interview. Donc les usines de montage sont là, les hangars sont là, et puis voilà le bâtiment qu'on a repéré par photographie aérienne, qu'on voit un peu mieux ici, 130 mètres de long sur 18 mètres de profondeur, mais vous allez voir même des films de ce hangar-là que les Français ont pris. J'espère que je ne suis pas trop long. Voilà, on a encore une autre vue au moment où les Français vont venir chercher les avions. Donc une des conditions de l'armistice, c'est que l'armée abandonne sur le terrain les canons, les armes, etc. Et puis après, ils sont renvoyés désarmés en Allemagne. Mais ici, à Villeneuve, on signale, il faut que je relise pour ne pas dire le bêtise, je crois que c'est 90 avions, 193 appareils, pardon, qui étaient en bon état et 40 accidentés. Donc plus de 200 appareils qui étaient là. Une partie qui faisait partie du stock de AB, mais une partie aussi, quand la guerre s'est rapprochée, ils ont ramené des avions de Bombédy aussi, hein, parce qu'il y avait des terrains. Il n'y a pas qu'un terrain d'aviation, il y avait 7 ou 8 le long du front. Et donc ils avaient ramené une série d'avions. Alors là, on les voit, des soldats allemands qui sont en train de construire ces hangars-là, hein, qui étaient faits à la fois avec du bois, mais des parties métalliques. Et vous allez voir qu'il y avait, je vais trop vite, d'énormes blocs en béton. Donc maintenant, le terrain est loti et les bâtisseurs Thomas et Piron sont retrouvés devant toute une série de structures. On peut regretter que tout ait été détruit, effectivement, d'un point de vue historique. Ça fait 1 mètre cube, hein, ça c'est 1 mètre sur 1 mètre. J'aurais dû mettre une pièce, moi je me suis baladé, j'ai vite pris des photos. Mais il y avait des dizaines de blocs comme ça, il y avait des traces aussi au sol. Ça, je vous montre par les photos, c'est plutôt un regard archéologique. Et vous voyez tous ces pilotes-là qui se traînent avec ces petits avions. Donc c'est chaque fois, c'est Patrick qui m'a remis ça, et chaque fois qu'il les trouve, c'est mentionné AB. Et
il a même retrouvé une étude en Angleterre qui parlait de ces avions fabriqués, et il marque un l'avion ici, vous voyez. Voilà, le type d'avion. Et Marcel, tu connais Patrick, il aime bien les détails, il a regardé, et c'est le nom des femmes des pilotes. Je ne sais plus le prénom qui est donné ici, il y a une Ilse là, Hans, ici. Et là, Mathilde, si vous voulez, voilà. Donc vous voyez le type d'avion qui était utilisé. Pour se donner une idée de proportion, vous voyez ici l'hélice. On la voit encore ici, hein, c'est toujours à peu près le même type. Alors, c'est une école de pilotage aussi. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir avec une formation, je ne vais pas épiloguer dans les détails, mais ils allaient aussi où est la fée verte maintenant, donc la mairie. Ils étaient là et on me disait qu'ils essayaient des systèmes de parachute. Ils attachaient un parachute à un chien, ils le lâchaient du dessus et puis vous voyez ce que ça pouvait donner. Ils ont essayé des parachutes mais sans mettre des hommes au début AB. Donc Adrien Nodon disait, on voyait qu'ils envoyaient des trucs dans le ciel, etc. Donc on a assisté, si vous voulez, tout doucement avec ça, aux fameuses guerres mécanisées qu'on peut avoir à l'esprit maintenant. Et alors, sur l'interview de Marie, quand on écoutait Mathieu avec Annie Lambert à l'époque, elle nous a dit 3 fois c'était des beaux hommes. Ah, mais c'était parce qu'elle habitait à côté. Et quand on voit ici, alors je comprends mieux quand on a le document ce qu'elle voulait dire, c'est que c'était assez jeune, et puis généralement, ils étaient, alors je ne dis pas que c'était tous des officiers qui venaient forcément de l'aristocratie, mais quand on voit ces photos-là, donc c'est, vous voyez, les bâtiments hein, que je vous ai montrés, c'est une photo qui est prise là, et alors Patrick avec Marc et Loumont, ils ont agrandi, ils ont regardé, et puis ils ont regardé les uniformes, ils ont vu que là en allemand c'était marqué salle de classe, hein, ils ont vu qu'à partir d'un uniforme on a un observateur, un artilleur, un mitrailleur, donc voilà, il y a moyen, si vous êtes passionné, d'aller beaucoup plus loin que je ne vais. Alors évidemment, il y a des tas de cartes postales ou de photos qui ont circulé de ces aviateurs qui étaient à B. Je vous ai parlé des cachets tout à l'heure. Dommage que Patrick ne soit pas là. Et encore un petit détail, mais qui est au garage Thierry, hein, mais on ne l'a pas dépendu pour ne pas être là. Mais voilà, c'est un panneau d'interdiction de fumée, on comprend pourquoi, qui provient du parc d'aviation de AB 1418 Roran Verboten. Et voilà la photo toute récente, des fameuses boîtes dans lesquelles étaient les pièces qui arrivaient à la gare à AB, qui reprenaient la rue de la gare, et c'était là, et vous voyez que c'est toujours bien marqué Flug Park 5, AB, AB un peu écrit de Belgique, avec des références, vous vous doutez bien que les Allemands étaient organisés, et tout ça. Alors il y a des aviateurs qui sont morts ici, c'est Patrick qui retrouve ça avec ses contacts en Allemagne, vous voyez, nouveau, armée Flug 5, qui était décoré. Alors, on connaît l'histoire du Baron Rouge, hein, les fameux aviateurs, voilà, un petit trait sur l'avion. Donc voilà, des photos d'aviateurs qui ont été décorés dans les combats ici. Patrick a même retrouvé ici ceux du parc qui étaient morts à Bellaneuve, vous le voyez ici. Et alors quand je vous parlais de puzzle tout à l'heure, qu'il y avait des pièces qui pouvaient s'emboîter, on a un monsieur Delvaux ici à Bellaneuve qui a été décoré parce qu'il avait tué 2 Allemands. Il était tout gamin à l'époque, il avait amené un chargement de bois ici au parc, et il y a un avion qui s'est emboîté juste devant chez Marie Mathieu dans une haie. Ça a créé la panique, et ce gamin qui avait 18 ans a reconnu les 2 hommes qui avaient tué ses parents sur la porte parce qu'il a fait du marché noir, et hop, il a lâché le chargement de bois et tout. Émile Baudru l'a encore sauvé, il a été caché chez Yves de Requin et tout ça, mais il a été décoré par la suite. C'est Alex Dandois, que vous connaissez peut-être, qui avait fait faire un travail sur ce garçon-là et qui a été interviewé son grand-père. C'est des choses, vous voyez, c'est des générations qui n'avaient pas parlé de la guerre. Donc, voilà. Alors, les fameux, on va terminer, je suppose, oui, ça marche, je suis encore trop loin. Les fameux aviateurs qui arrivaient chez Mademoiselle Linès, ici, vous voyez, et qui nous ont donné des documents, ça va me permettre de me reposer un peu. Alors je l'ai vu celui-là, je l'ai préparé, mais à mon avis, il faut que j'aille le rechercher, voilà. Ok, je vais tomber juste dessus pour ne pas vous faire passer un peu trop longtemps. Voilà. Les Français, quand ils arrivent, eh bien, ils vont filmer l'arrivée ici, et je vous laisse regarder sans les commenter. Voilà, un film qui nous montre les fameux hangars de 14-18. Vous voyez l'image de la défense, hein, c'est pas dire top secret, mais voilà, ils n'aiment pas trop qu'on les montre. Donc je ne peux pas même les publier, hein, je vous le dis tout
tout de suite 100 € plus autant d'euros par truc, etc., par photo. Comme tout est gratuit chez nous. Et vous voyez bien, ce sont des soldats français qui sont là. La Pelisse. Alors regardez les structures, les briques, les fameux piliers, etc. Donc sur 130 mètres de long et en hauteur. Et ça a été construit en quelques mois. Ça. Ah, on dessine des femmes sur les avions, oui. Donc, quand je vous disais 190 avions, je ne les ai pas comptés sur le film, mais vous voyez qu'il y a des dizaines d'avions qui sont là. Donc Gérard, si tu creuses dans ton jardin. Le Pouille à l'arrière de chez toi a servi, ils ont installé des pompes et tout pour en cas d'incendie de bâtiment. Et il y avait une cloche qui était là, ils avaient pris la cloche de l'école des garçons pour en cas d'alerte. Et j'ai oublié de le signaler aussi, pourquoi est-ce qu'ils se sont installés là? Ils auraient pu s'installer près de la gare. La raison d'aller si près pour ne pas être bombardés, à côté des habitations civiles. Alors je vous montre encore quelques images ici, elles sont à un autre moment, mais c'est un manqué de trouver ce genre de document-là. Vous allez voir, donc, je termine ma conférence, hein, il y a encore un élément important à vous dire, mais arrive enfin l'armistice, les troupes françaises vont arriver, ils vont faire évidemment les Allemands qui vont être prisonniers, les Allemands vont devoir aller en Allemagne, mais il y a une partie d'un corps d'armée allemand, c'est Jean-Claude Delay qui m'a raconté ça, qui n'est pas arrivé assez vite en Allemagne. Donc les Français les ont ramenés en France et ils sont passés par Abbé la Neuve avec ces corps-là. Vous voyez, ils vont dans l'autre sens. C'est tous des Allemands qui sont prisonniers. Vous voyez l'église ici, vous voyez l'ancienne pharmacie, il y a les gros bâtiments ici, la pizzeria est là maintenant. Et vous voyez tous ces soldats qui sont prisonniers et regardez l'attitude évidemment des civils, tout le monde est content. Et donc ça va défiler aussi pendant des heures, c'est des milliers de prisonniers. Voilà. Après c'est d'autres villages, ça vous concerne moi. Alors quand les Français arrivent, pour terminer en beauté, je vais les prendre ici. Voilà. Je vous lis le témoignage d'Edmond Garand. Oui, je vous avais dit qu'on aurait pu le passer, mais ça prenait trop de temps. Lorsque les premières troupes françaises sont arrivées à Villeneuve, cela a été une vraie folie, une joie générale. Les gens offraient à boire. J'ai vu des personnes qui étaient entrées. Ah oui, c'est l'entrée, ça va. La fin de la guerre. Je vous lisais ce que je vous ai lu tout à l'heure. Je ne sais pas à quelle date les Français victorieux sont arrivés, mais ce fut une joie immense. Tout le monde voulait en loger chez eux. Ils avaient du vin tant qu'on voulait, par seau. Ils allaient chercher dans les camions. Ils en donnaient aux gens aussi. Ils organisaient beaucoup de fêtes, des bals, des cabarets. Ils avaient avec eux des vedettes. Je me rappelle qu'il y avait un chanteur, mais je ne sais plus son nom. Il chantait des airs d'opéra. Il y en avait un autre, un peu plus loin de chez nous. Il chantait des airs de music-hall. On l'appelait Monsieur Louis. Alors c'était des gens qui avaient énormément de succès auprès des Arlésiens, qui avaient été privés de tout pendant 4 ans. La foule était au rendez-vous, les soldats français qui logeaient donnaient des cartes et on y allait gratuitement. Ils buvaient aussi beaucoup. Je me souviens avoir été ici chez des amis, des Mathias, rue de Vence. Là, les Français avaient apporté des seaux de vin et on buvait du vin. Il y avait des cabarets qui se donnaient près de l'église, à Cécilia, il y avait une grande salle.
là où sont les écoles maintenant, il y avait une scène, un rideau, et tout se passait là. Cela a duré pendant plusieurs mois. Il y avait des mouvements, des Français partaient, d'autres revenaient. Il y en avait énormément qui restaient au village. Il y en avait à la poste. Mon père y avait retravaillé et il y avait des soldats français avec qui s'occupait du courrier et du télégraphe. Alors on a quelques photos, elles sont connues de l'arrivée des Français à Abbé-la-Vieille. Cette fois-ci, vous voyez l'église de Abbé-la-Vieille. Le cinéma est là, ici, c'est à gauche, on reconnaît. Il y en a 2, 3 à différents moments. On voit de nouveau les musiques. La liesse, je vous ai montré les photos ici. Hop. Alors, on a des généraux qui sont venus à Abbé. On a le général Abonneau, français, qui est arrivé et qui a été reçu ici. Vous connaissez peut-être leur place. Vous voyez que c'est inscrit en allemand, Arles, 13 km. Donc là, il y a des filles qui vont lui offrir des fleurs. Et on a eu le passage du maréchal Pétain. Donc voilà, la personnalité importante de la fin de guerre. Il est venu simplement une après-midi loger au château du Châtelet. Et j'hésitais un peu parce que ton papa avait noté de Montgarant, avait dit dans son témoignage, je me rappelle, j'étais petit, j'étais près de la boulangerie de Marais, j'ai vu passer une voiture, j'avais jamais vu ça, il y avait de la lumière dedans. Et on m'a dit que c'était le maréchal Pétain. Et j'ai eu confirmation, quand je vous parle de Pesel, par la suite. Vous les voyez, ils sont ici avec les Français, donc ayez à l'esprit ce que nous disait Montgarant, tout le monde se connaît. Et alors on en arrive à ce personnage, Pierre Martin. Pierre Martin, le papa de Jacques Martin. Alors c'est pas Abbé, ici, parce qu'il était aviateur, il a été à la fois avec l'escadrille des Cigognes, l'escadrille alsacienne, qui faisait allusion à l'Alsace, ici à Abbé pour venir récupérer ces fameux avions allemands, mais il a été aussi dans l'armée civile et il a été un pilote aguerri et il s'est essayé sur un autogire, un prototype d'hélicoptère, et c'est là qu'il est mort. Et qu'est-ce qu'il fait dans la liesse où on boit beaucoup de vin, où on s'amuse? Il rencontre ici une belle jeune fille, donc mademoiselle Madeleine Antoine, qui est ici à gauche. Donc ils vont se marier. Et 2 ans après, à Strasbourg, naîtra un dessinateur bien connu. Voilà, ici, on a retrouvé la généalogie. C'est toujours Paul Bechet qui m'a transmis ces documents-là. Alors, je ne vais pas détailler la totalité. Je crois qu'on a pu le dire à Paul, ça sera plus simple quand on sera dans la revue, parce que ça mérite un article un peu plus étoffé. Mais vous voyez toutes ces familles Antoine ici. Je n'ai pas regardé, mais on voit Gonry, Antoine Gonry, à mon avis, on va avoir une parenté avec Madame Antoine, qui habitait la rue ici et qui aurait pu être centenaire. Donc vous voyez Pierre Martin, Madeleine Antoine était née en Suisse. Alors le mystère reste, comment ça se fait qu'elle était revenue à Mélaneuve à ce moment-là. Et donc Jacques Martin, né en 1921, et grâce à Paul qui a retrouvé la famille. Voilà l'article qu'il m'avait amené il y a 2 ans. Je vous le lis. Donc c'est une biographie de Jacques Martin, vous reconnaissez Alix Lux, tout le monde ne le connaît pas, apparemment même certains journalistes ne connaissaient pas, donc voilà, et on voit l'évolution évidemment du dessin au tout début. Donc Jacques Martin, vous tapez internet, biographie, vous allez apprendre un peu sa technique, inspirée par Hergé, tout ça, il a vu un dessin animé, il a fait des études dans le Hainaut, et puis il a été édité à Bruxelles, donc on connaît la bande dessinée belge, c'est important. Donc voilà, ce qu'on apprenait il y a 2 ans, merci Paul, 1918, à la fin de la guerre, Pierre Martin de la glorieuse escadrille des Cigognes est le premier pilote français à se poser en Belgique, plus précisément à Mélaneuve. Tous les habitants se précipitent. Parmi eux, une jeune fille belge dont la mère était suissesse. Ils se marièrent et eurent 2 enfants à Strasbourg, Christian d'abord, ensuite Jacques, né le 25 septembre 1921. Les voilà ici. Donc là, voilà, un peu plus âgé, on est à Obernai, ceux qui reconnaissent la place, le petit restaurant. Et on voit ici Jacques Martin. J'en ai une autre qui explique ici son décès. La date ici en 19 décembre 1932. Et alors c'est intéressant quand on connaît tous ces détails-là et qu'on sait un peu les liens qu'il peut y avoir, le fait qu'il était orphelin, ça a influencé un peu sa façon. Avec Alix, il y a quelques orphelins aussi dans sa bande dessinée. Et puis il a rendu hommage dans les aventures du reporter Lefranc à son père avec la grande menace, je ne sais plus le titre, tout ça. Donc l'avion est présent aussi dans l'œuvre de Jacques Martin. Et le voilà ici un peu plus récemment avec son frère. Et Philippe Grèche, que nous avons vu aux archives, nous rappelait qu'il avait fait venir Jacques Martin travailler à Arlon-la-Romaine il y a une vingtaine d'années, mais qui n'a jamais cité ses attaches à Abbé. Voilà. Alors je termine, mais vraiment pour rendre hommage très rapidement
à ceux qui sont inscrits au monument ici, tout à côté. C'est pas celle-là, pardon. Je vais vous montrer, on cherche toujours les documents pour le rendre hommage, monument, voilà. Donc merci à toutes les familles qui nous remettent des documents, puisque je vous ai dit, vous faites partie du puzzle. Donc là, c'est Chantal Villan, quand j'avais été chez elle, me dit j'ai gardé mon document quand on a annoncé le décès ici. Donc Mathieu, son prénom, il doit être noté, Jules. Donc vous voyez comment une famille pouvait recevoir le courrier. J'ai la douleur de vous faire connaître que le soldat Mathieu Jules, du 10e régiment de ligne, 1er bataillon, 4e compagnie, est mort pour la patrie à Saint-Gilles, Terre-Monde, le 26 septembre 1914. Veuillez, madame, recevoir par mon intermédiaire et le cas échéant présenter à la famille éplorée l'expression des sentiments reconnaissants que le pays tout entier éprouve à l'égard de ceux qui ont offert leur vie pour la défendre. Et chez M. Hinoumont, on a retrouvé dans les archives de l'émulation des photos de 3 musiciens d'émulation. Donc voilà, Jules Mathieu. Ici, Cornet Léon, c'est sur un cadre au-dessus du garage. Et là, donc lui ici, c'est Gilson Maurice. Et puis alors avec Christian, quand on envoie, on voit. Donc lui, j'ai demandé quelques photos. Je vais la voir après, j'ai le tiré, voilà. Et puis on a eu, je ne vais pas parler de tout ça, mais on a eu aussi des résistants, on a une série de choses. Voilà, on leur rendra honneur à un moment donné, je termine avec cette fameuse croix qui pouvait être reçue. Ici, quelqu'un dont on va vous dire quelque chose, Madame Watley, née Hoffman, Marie Watley, qui a fait passer des aviateurs français vers le Grand-Duché. Voilà, je termine là, je sais que je suis toujours un peu long, mais si vous avez tenu le coup, ça va. Merci pour votre belle écoute et j'espère que vous avez apprécié.